Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 28 avril 2025. Podcast très spécial puisque sponsorisé par une personne qui s'appelle Alphine34 et qui nous a envoyé un très joli sub il y a quelques semaines et qui aurait dû être le sponsor du podcast précédent. Donc merci à lui pour cette sponsorisation. Je pense qu'il est juste très content qu'on puisse faire un podcast ce soir, même si, comme vous l'entendez, j'ai le nez un peu pris. Non, c'était pas 200 euros, je crois que c'était 100 euros. Je t'avoue que c'est des trucs que j'ai pas touché depuis des années, donc je remercie ceux qui donnent régulièrement. Ça permet de continuer à faire des trucs pas très rentables comme le podcast de façon continue et bientôt, comment dire, 10 ans. Bah oui, plus de 10 ans de podcast. Voilà, c'est entre autres à ça que sert le Tipeee. Voilà, un petit bonjour à tous sauf à Daniel Hello. Je pense qu'il ne nous écoute pas puisqu'il nous invente des propos que l'on ne tient pas sur lui. Mais bref, pour l'instant, on est deux. Je le dis tout honnêtement, nous ne sommes que deux. L'ami Daryl est là. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà, Blaise va arriver en cours de route et ce soir on ne sera que trois parce que c'était assez compliqué à organiser et j'ai pas eu le temps d'aller chercher un quatrième autre. Voilà, non, c'est pas ici la Kings League, je vous avoue que c'est un truc qui me dépasse complètement. Mais en tout cas, on a deux thèmes ce soir. On va faire un premier, même si la photo est d'Akimi lors du match avec contre Arsenal, enfin du match de poule, on va faire un premier thème qui sera un peu retour sur les deux derniers matchs, que ce soit à Nantes, où je vous avais dit on n'avait pas débriefé Nantes PSG, ou PSG Nice, qui était quand même un match un peu plus important, puisque on a vu que le PSG avait perdu son invincibilité. Donc on va faire avec Daryl et quand Blaise arrivera un petit ping-pong, un petit retour sur tout ce qui s'est passé sur ces deux derniers matchs. Voilà. Est-ce que Culture PSG fait partie des comptes laqués? Je crois pas, non. Enfin, il suffit de voir que nos accréditations sont validées une fois sur 5 en Coupe d'Europe, je pense que ça dit tout. Il y en a qui prennent tout et qui bizarrement sont à tous les matchs, mais bon, c'est un autre problème. On va se concentrer sur des choses beaucoup plus importantes comme le football. Euh... Donc, le PSG a joué deux matchs la semaine dernière, a fait un partout à Nantes avec un but de Vitinha, et ensuite a pris ce qu'on peut dire une raclée contre Nice vendredi soir à la maison, avec une ouverture du score de Morgan Sanson, l'égalisation de Fabien Ruiz juste avant la mi-temps, et enfin deux buts de Morgan Sanson, qui s'est offert un doublé d'un but extraordinaire, et ensuite de Youssouf. Je m'excuse auprès de lui, mais son nom, je n'arrive pas à le prononcer, donc je vais l'appeler Youssouf, c'est plus simple pour tout le monde. S'il y en a un qui arrive à le prononcer, bah écoutez, bravo à lui. Voilà, on me dit sur live, on a pris 4 buts en 2 matchs, belle moyenne. C'est sûr que les prestations défensives n'étaient pas extraordinaires. Et on me dit, Sanson dort 90% de la saison, il ne dort pas, il est blessé. Mais globalement, il a fait très mal au PSG. Daryl, est-ce que je fais un pouls des deux matchs? Est-ce que je fais un pouls du moment? Comment on s'y prend à ton avis? On va faire un pouls du moment? Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, un petit pouls du moment. Alors, le pouls du La moment, séquence, quoi. voilà. Globalement, on enchaîne les matchs un peu pourris. Faut quand même le dire. Hein. Alors, PSG Angers, ça passe parce qu'ils sont nuls. PSG Le Havre, ça passe parce qu'ils sont pas très bons non plus. Nantes PSG, c'est passé ric-rac parce qu'ils étaient pas très 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 bons non plus. Nice PSG, c'est pas passé. Voilà, c'est tout. C'était tout simplement trop compliqué. Le niveau était comment dirais-je, trop élevé en face, si ce n'est entre guillemets que Nice. Au bout d'un moment, à force de jouer avec le feu, tu te brûles. Et ce qui est paradoxal, moi je trouve, c'est que ce match Nice-PSG, c'est peut-être la meilleure mi-temps malgré tout. Depuis en Ligue 1, je parle évidemment. La meilleure mi-temps depuis PSG Lille, je pense, début mars. Donc, c'est à la fois un peu frustrant. J'irais pas jusqu'à dire que c'est inquiétant. Mais en tout cas, c'est vrai que cette défaite, qui est donc la première de la saison en Ligue 1, la première depuis pratiquement un an en Ligue 1, contre l'équipe française plus généralement, elle tombe un peu mal. Je dirais pas qu'elle fait mal, c'est quoique elle fait un peu mal, surtout quand je vois les guignols du FC Nantes se réjouir après. Mais en tout cas, elle tombe, voilà. Prendre 3 buts à domicile contre le GC Nice, c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Et même si je pense que dans le jeu, il y a eu beaucoup de très bonnes choses en première mi-temps, bon, ça fait un peu tâche de prendre 3-1 à la maison juste avant d'aller jouer une demi-finale. Est-ce qu'on peut semer une boîte de mouchoirs? Alors les amis, je vous signale qu'avant le podcast, j'ai récupéré une boîte de 220 mouchoirs afin de pouvoir tenir les 3 heures annoncées. Donc à ce niveau-là, tout va bien.
Le problème, c'est que ça coule beaucoup. Voilà. Je suis désolé de vous faire part de ce détail technique, mais c'est très très dur aujourd'hui. Et oui, j'avais annoncé que le match contre Nice, l'invincibilité, ça risquait d'être tendu, ça a pas loupé. Alors j'aurais préféré avoir tort, hein, parce que je préfère toujours avoir tort et que le PSG se porte bien pour le contraire, plutôt que le contraire. Mais Nice, équipe très physique qui défend bien, bien organisée, avec Franck Hez. Il y avait beaucoup de trucs qui clignotaient pour dire ça va mal se passer. Donc voilà. Non, vous êtes méchant, je suis pas malade tout le temps, mais la crèche m'a pas loupé cette fois-ci, on va dire. Voilà, là, le petit, j'ai eu le nez plein, oui. Bah, au moment du match, il était pas encore plein, ça s'est rempli depuis, mais en tout cas, je suis désolé de vous avoir annoncé cette défaite en avance, et surtout, je suis désolé d'avoir eu raison. Daryl, sur cette défaite et la séquence, défaite qui est logique ou pas? Est-ce que ça nous pendait au nez? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle était logique, parce que comme tu l'as souligné, la première mi-temps, au moins, était peut-être une des meilleures mi-temps qu'on a livrées en Ligue 1 depuis un petit moment. Donc, logique, pas vraiment, compte tenu de la physionomie de la rencontre, ou en tout cas de cette première mi-temps. Après, c'est vrai que ça faisait un petit moment que l'équipe poussait, on va dire, en Ligue 1. On sentait bien que la motivation était très compliquée à aller chercher malgré la petite carotte des records. Et bon, ça avait tenu jusque-là face à des adversaires très, très abordables. Mais là, malheureusement, contre Nice, euh, bah, on l'a un petit peu payé. Et, alors, bon, il y a un aspect quand même réussite qui, à mon avis, ne peut pas être négligé sur cette partie parce que il cadre quoi, trois frappes et donc c'est trois buts sur vraiment leurs trois frappes qui sont quasiment leur seule situation vraiment dangereuse de la partie. Il termine à 1 XG quand nous on termine à 3 XG. Donc en fait le score de la partie est un peu inversé par rapport à ce qui est attendu. Donc il y a en fait un différentiel de 4 buts entre l'attendu et la réalité, qui est dû donc autant à une forme de malchance et d'anomalie statistique, on va dire, d'efficacité, enfin que d'écart en fait d'efficacité entre les deux équipes. Et efficacité, j'entends à la fois sur le plan offensif et défensif, parce on cède 3 buts sur pas grand-chose, alors qu'en face, il y a un gardien qui réalise 12 arrêts, qui réalise peut-être la plus grosse prestation individuelle qu'on ait vue de la partie de cette saison, alors qu'on a vu quand même Ah de ouais. très haut niveau. Hein. Ah non, non, On pense à franchement, Alisson. je pense que, enfin, excuse-moi, je te coupe, mais je veux bien votre avis sur live, mais pour moi, Bulka fait un match encore supérieur à Alisson. Ce qu'il a sorti, c'est inhumain. Vraiment. La fin encore, là, les trois dans les arrêts de jeu, je suis là, mais c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Vas-y, c'est tout, Ouais, j'avais fini. exactement. Ouais, donc voilà, donc il y a voilà pourquoi à mon sens là ces résultats et en particulier cette défaite ne sont pas inquiétants. Ce qui est un peu plus gênant, bon déjà c'est il y a la perte de l'invincibilité à laquelle moi personnellement je tenais beaucoup pour inscrire cette équipe véritablement dans la légende. Mais en plus, il y a ce souci en fait de timing, parce que c'est la toute première défaite de la saison qui arrive dans un enchaînement de matchs qui sont pas fous en Ligue 1. Même le dernier match de Ligue des Champions, on sait très bien ce qui s'est passé pendant un quart d'heure, 20 minutes à Villa Park. Donc c'est sûr que ce sont pas des prestations de nature à rassurer en vue de la difficulté de la tâche qu'on va avoir demain et mercredi. Maintenant, je pense que c'est quand même aisément explicable compte tenu voilà, de la difficulté des joueurs à se motiver pour des matchs qui sont devenus vraiment sans enjeu. Puis quand on regarde un petit peu ce que produisent les trois autres demi-finalistes, on sent bien que chez tout le monde, il y a
il y a un aspect de fatigue qui est indéniable. Hein. Regardez, voilà, l'Inter qui est en train avec un effectif en plus beaucoup plus vieux en termes de moyenne d'âge, Ah, qui est en mais train d'être en galère. ils Ils sont étaient en course cramés, pour le quoi. triplé. Ah, ils Ah sont. ouais, ouais, cramé de chez cramé. Ah bah là, je sais pas, pour Putain. ceux qui ont regardé des bouts de Inter Roma ce week-end, pour vous donner une idée, au bout de 25 minutes, il y a les défenseurs qui sont les mains sur les genoux en train de se tirer, tenir le short, quoi. Ah, ça, tellement ils en peuvent plus, vraiment, ils sont cuits de chez cuits. Après, bon, l'Inter, à force de signer que des mecs de 32, 33, 34 ans, bah ouais, en fin de saison, ça tire la langue, hein, mais bon. Exactement. Ouais. Il y a, bon, bah, là, voilà, le Barça aussi, il joue beaucoup. Là, ce week-end, bon, il y a eu beaucoup d'événements, mais ils ont en plus disputé une prolongation, donc il se serait certainement passé. Bon, Arsenal, alors, eux, ils ont eu la chance de pouvoir se reposer ce week-end, mais la semaine dernière, contre Crystal Palace, à domicile, ils ont été loin d'être brillants. Donc voilà, on sent que c'est un peu compliqué pour tout le monde, et là, c'est surtout aller dans les têtes que ça fasse jouer, je pense, sur ces matchs-là. Et donc, ça me paraît compliqué, voilà, de vraiment se projeter et d'utiliser ces résultats enfin, et le contenu des matchs de championnat pour tenter de véritablement se projeter sur ce qu'on verra en Ligue des Champions, où l'enjeu sera absolument immense pour tout le monde, compte tenu de la nature du plateau et le fait que le plateau semble assez ouvert quand même, et que chacun semble vraiment avoir sa chance. Ouais. Donc Non, voilà, moi personnellement, pas plus inquiet que ça, et surtout vraiment hâte d'en découdre, quoi. ouais, hâte d'en écouter. Après, c'est vrai que je te rejoins sur un point, c'est que les derniers matchs te disent rien sur la suite. Moi, je cite un exemple très simple. Mardi soir, à Nantes, on fait un match, on joue à l'économie, alors que globalement, on aligne une équipe très compétitive. Les 3 milieux de terrain titulaires, devant, pareil, c'est quand même pas mal de très bons joueurs. À part Lee, bon, voilà, les autres, c'est que des titulaires. Tu fais un match, t'as pas de déplacement, t'as pas de course, t'as rien. Contre Nice, tu fais quand même une mi-temps où t'envoies. Par contre, c'est là où on s'arrête un peu, je trouve, c'est que quand on prend le 2-1 à la 46e de façon ridicule au bout de 20 secondes, là on sent que les jambes, pour un match pareil, elles ont pas envie de reprendre. Elles ont pas envie de repartir de l'avant, et c'est trop dur à cet instant de la saison. T'as déjà tout gagné. Tu vas pas te remettre à courir à ce moment-là, en fait. C'est trop dur. Et c'est pour ça que je leur en veux pas spécialement, parce que je sais que c'est compliqué de devoir courir, courir et encore courir. Le PSG a un jeu quand même très énergivore. Et bien écoutez, euh, malgré tout, c'est ça qui est fou, c'est que on prend juste avant le 3-1, on n'est pas si loin de revenir au score. Et en fin de match, on continue de nouveau les coups de boutoir, tout ça. Après, bon, le gardien, Boulka, euh, ça fait partie du jeu, quoi. On me dit s'il n'y avait pas l'histoire d'un coup de pied arrêté, je serais presque serein. Bah, à vrai dire, moi je m'inquiétais après Nantes et après Angers, Le Havre, tout ça. Est-ce que on est en mesure de produire une mi-temps comme on arrivait à produire en février ou mars? Bah là, en ce sens, la première mi-temps de vendredi soir, je la trouve vraiment rassurante. Parce que Nice, c'est quand même une bonne équipe. Ils ont gêné beaucoup d'équipes. Ils sont pas quatrième, cinquième par hasard. Et ils ont pas existé littéralement, quoi. Ils se sont fait piétiner comme pas permis. Alors après, ils ont un très bon gardien, même s'il fait pas une très bonne saison, mais ça reste un gardien avec un très fort potentiel au départ, un gros plafond. Euh, et ça veut dire que t'es toujours en mesure de proposer ça. Après, quand Lucien Riquet donne 2 jours et demi de libre à ses joueurs avant la demi-finale, enfin 2 jours complets de libre, ça dit aussi que ça recherche de la fraîcheur quand même. Donc, tout le monde tire la langue. Le Arsenal, comme on l'a dit sur live, il y a plein de blessés aussi parce que bah les mecs ils en peuvent plus de jouer et surtout l'Angleterre c'est quand même très très dur. Voilà. Ne trouvez-vous pas quand même que le PSG n'arrive plus à avoir la même puissance collective depuis le retour de la trêve internationale? C'est vrai, mais regardez le PSG-OM qu'on fait juste avant la trêve, déjà ça tire la langue aussi. Hein. Faut bien quand même regarder le nombre de matchs qu'on a fait sur janvier-février. On a une série hallucinante, je crois qu'on fait 17 matchs ou 16 matchs en 2 mois et quelques. À bout d'un moment, tu le payes. Hein. Et après, c'est vrai que la dynamique s'est un peu cassée avec cette foutue trêve. Mais après la trêve, contre Aston Villa, par exemple, le match aller, on arrive à faire une très très grosse performance. Mais là où c'était la norme avant la trêve, c'est devenu l'exception désormais. Quoi. Bon, on va voir. Mais c'est sûr que
c'est à la fois. Je sais pas comment vous, le live, vous l'avez vécu ce match de ce week-end. Est-ce que vous avez vu un PSG inquiétant ou plutôt vous trouvez ça rassurant que Paris, même si l'équipe perd, est de nouveau une équipe capable de créer comme ça des occasions à l'appel, avec beaucoup d'intensité et tout ça? Parce que moi, j'avoue que quand j'ai vu la compo, je me suis dit, bon, bah, Luis Enrique, euh, il a dit fin de la récré, là on remet la grosse équipe et on va les piétiner quoi. Et c'est vrai que globalement après un mi-temps il marque avec 3 fois rien. Enfin si, il y a un défaut de défense, mais bref. Ensuite, c'est vrai que la deuxième mi-temps, bon, on me dit sur la live l'équipe est fatiguée. Daryl, t'es d'accord avec ce point ou pas? Oui, je trouve que l'équipe a l'air un petit peu fatiguée quand on compare par rapport à vraiment à la période de rêve qu'on a vécue avant la trêve internationale. Et puis, bah, comme tu l'as dit, le fait que Luis Enrique est privilégié du repos à 2 jours d'une demi-finale de Ligue des Champions, c'est quand même un signe qui, à mon avis, ne le trompe pas. Après, je ne pense pas qu'on soit à un niveau de fatigue qui soit alarmant. En tout cas, je vois rien d'inquiétant par rapport au nombre de matchs qu'on a discuté et je reste persuadé que lorsque l'enjeu en vaudra la peine, comme bah, justement demain, on saura trouver les ressources pour performer. Hein. Je ne vois pas l'équipe être vraiment tellement cuite demain qu'elle a du mal à être compétitive. Surtout qu'en Ok. plus, ce sera simplement un match aller. Donc, Oui, oui, en plus. Oui. Tiens, sur le live, on nous dit je pense qu'on est plus frais que les 3 autres en Ligue des Champions. Alors, on est plus frais que l'Inter, ça y a aucun doute. Eux, ils sont vraiment carbo de chez Carbo. ah oui. Que le Barça, je sais pas, parce que le Barça a quand même envoyé des temps de jeu face au Real. Ils sont allés jusqu'en prolongation et tout. Donc, et le Barça a un avantage par rapport aux autres, c'est ils ont un banc qui en ce moment les porte, que ce soit Ferran Torres, Olmo qui est en train de revenir. Voilà, Arsenal n'a plus de banc de touche, ça c'est vrai quoi. Donc, Ah oui. à voir. Mais c'est vrai que je pense pas que le PSG soit le plus cramé des quatre. Après, il faut aussi espérer qu'on soit moins cramé que Arsenal, qui est pas paru très fringant dernièrement. Hein. Ah, ça, c'est obligatoire, hein, parce que eux, avec leurs blessés qui se traînent depuis longtemps en plus, et donc l'absence de possibilité d'effectuer des rotations, là, c'est les 6 jours qu'ils ont eu entre du coup, Crystal Palace et demain, c'est vraiment capital pour eux. Hein. Euh, attendez. Ah oui, c'est bon. Blaise, bonsoir, tu es là. Bonsoir Philo, bonsoir Daryl, bonsoir à tous et excusez-moi pour le retard. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète Salut! pas. On discutait de tout et de rien avec le Oui, chat, avec. j'écoute depuis le début et Pas de souci. Euh, Tiens, ton avis sur les. On nous demande le jour de repos, c'est réel ou c'est plus psychologique? Bah, c'est un peu des deux, parce que c'est la fatigue mentale et de la fatigue physique, donc c'est toujours un peu des deux. Ton avis sur le PSG? clairement et même pour compléter ce que tu dis, ça a même été un petit peu dit par le coach qui l'a dit subtilement en rappelant que l'équipe et lui en l'occurrence connaissait bien Arsenal et je crois que c'est un joueur, je crois que c'était Vitinha qui avait dit, pas aujourd'hui en conférence de presse mais avant que la préparation avait déjà démarré donc en soi, les matchs comme ça sur une fin de saison pour une équipe qui est demi-finaliste et qui a donc de la qualité, on est plus sur de la mise en place et à ce niveau de performance et à ce moment de la saison, il y a beaucoup plus de vidéos, donc de temps de repos qui sont en plus accordés. Ouais, et puis comme Luis Enrique l'a dit, c'était jeudi en conférence de presse. Non, mais Arsenal, on les connaît parfaitement, quoi. On les a joués en octobre. C'est pas une équipe qui a beaucoup changé. Enfin, si, ils ont changé des joueurs, tout ça, mais c'est le même entraîneur. C'est une équipe que le PSG sait qu'il va affronter depuis quand même un bon moment. Tu vas pas, enfin, tu changes pas ta préparation. T'es pas entre guillemets dans l'urgence à devoir tout préparer en 4 jours, quoi. Donc, oui, évidemment, enfin, qu'ils aient du repos plutôt qu'un entraînement, moi ça me paraît très logique. Hein. Je pense qu'il vaut mieux être frais plutôt que se prendre encore un entraînement qui va te servir à pas grand chose et tout ça. Voilà, c'est juste ça. Tiens, on nous dit la phrase de Lucien Riquet, ceux qui veulent peuvent descendre du train. Il semble sûr de lui, vous aussi. Ah, bon, ça, c'est Lucien Riquet dans le texte. Hein, mais en Ouais, mais fait, après, c'est juste logique, hein. Après, oui. Non, oui, je suis honnêtement, d'accord. pour moi, c'est une phrase assez banale, hein. Il a pas.
il a pas inventé l'eau chaude en disant ça. Il est simplement dans un message d'unité et je sais pas si vous en avez parlé parce que j'ai peut-être raté ce moment-là, mais dans le match et dans la fin de match, son attitude très surjouée, mais volontairement, démonstrative pour encourager, l'équipe, les supporters qu'il cite, très souvent au moment de commenter les performances de l'équipe. C'était vraiment faire une unité et je trouve que c'est plutôt bien et c'est plutôt, ça ressemble en tous les cas à l'entraîneur qu'on a depuis juillet 2023. Oui, oui, il est dans son rôle, lui, totalement. Après, comme dit sur live, Luis Enrique reste notre meilleur atout, c'est vrai. Mais au match aller, bon, Il y en a Arteta il avait y un en peu a dominé, hein, si je peux me il y a permettre. des atouts sur le terrain. Voilà. Il avait dit qu'on allait se qualifier contre Dortmund après le match aller. Ah oui, après, Luis Enrique est quelqu'un qui croit énormément dans ce qu'il fait, qui transmet cette confiance. Il n'a pas toujours raison pour autant, il faut quand même être conscient de ça. Hein, voilà. Mais c'est vrai que pour ses joueurs, c'est probablement agréable à entendre. Moi, je trouve intéressant quand il explique tout à l'heure en conférence de presse qu'il trouve que c'est un peu trop négatif autour du club, qu'il n'est pas là pour ça, tout ça. C'est non, il diffuse du positif dans un club qui est probablement un peu trop hystérique et ou traumatisé de la compétition. Voilà, lui il l'a gagné, il sait par quoi il faut passer, donc il met ça en place, il croit en lui, en son travail, en son équipe, comme dit sur live, c'est exactement ça. Et quelque part, tant mieux. Hein. Enfin, je vais Oui, citer. heureusement. Ouais. Oui, regardez Unai Emery comme il est torturé sur son banc de touche en Ligue des Champions. Il y a un moment où ça rejaillit peut-être aussi sur son équipe. Et j'adore Unai Emery, extraordinaire entraîneur, mais la plupart des très grands entraîneurs arrivent à rester assez zen sur le banc, à transmettre de la confiance et tout ça. Quoi. C'est quelque chose qui a été reproché à Pep Guardiola d'ailleurs de faire un cinoche pas possible sur son banc de touche alors que son équipe a besoin de calme, a besoin d'être calé, d'être bien en place et tout ça. Quoi. Donc, bon. Après, dans d'autres sports, il y a eu ce genre d'exemple aussi où des masters zen sont allés tout au bout chercher des titres. Mais bon, ça c'est un autre exemple. Euh, Blaise Daril, sur ces derniers matchs, est-ce qu'il y a quand même des trucs que vous trouvez un peu inquiétants, malgré tout, même s'il faut pas prendre tout au premier degré? Non, il y a un truc évident, c'est je note des choix visibles, en tout cas des attitudes défensives, différentes, un petit peu différentes parce que tu l'avais rappelé, dernièrement, il y a une manière de défendre, pardon, assez structurée malgré tout dans une équipe qui se veut très dynamique avec, un mélange, je parle dans le jeu, hein, pas sur les coups de pied arrêtés, avec un mélange vraiment entre de l'individuel et puis des joueurs qui occupent des zones je me rappelle que tu l'avais cité pour Nuno Mendes et aujourd'hui on voit que vraiment sur les défenseurs, ça varie avec, en tout cas pour les centraux, avec soit les 2 qui ont un rôle, assez, protagoniste en étant en individuel ou seulement un. Et pour reparler de vendredi, ça a été Marquinhos qui a eu le rôle d'aller chercher très loin et de suivre très, très loin la board. Pas forcément pour, être le joueur qui va gagner le duel, mais justement pour être, l'homme qui va gêner avec un Pacho en couverture et je trouve que je ne sais pas si c'est volontaire par rapport à ce que voudra être, l'attitude défensive demain, mais en tous les cas, il faut quand même noter que pour nos joueurs, à ce moment de la saison, aller chercher haut et courir vers son but, ça nous fait encaisser des buts. Donc je sais pas très non, mais je ne sais pas ce qui est C'est recherché, je ne sais pas ce qui est travaillé, je ne sais pas ce qui est peut-être des prises d'initiative individuelles et des consignes. En tout cas, Luis Enrique n'a pas l'air de montrer de l'agacement, même s'il a quand même dit que le but, à Nantes était une erreur très grave. Mais ouais, j'ai noté ça et moi, pour le coup, ça m'interpelle parce que quand on réfléchit à ce que pourrait être cette attitude-là face à l'opposition de demain, on sait qu'un mec comme Trossard, il est capable d'être géré, mais on sait que quand tu lui offres, un espace de plus en plus large et on l'a vu au match aller, il est capable de gagner des mètres, il est capable sur un mouvement assez rapide de se retourner et de se mettre face au jeu et de faire avancer son équipe et je suis pas persuadé qu'on soit très bon actuellement, pour ça, avec en tout cas les joueurs que l'on a donc je me questionne. En tout cas moi,
Et je pense que beaucoup cibleront les coups de pied arrêtés, mais moi, au football, il y a quand même un moment de ballon dans le jeu. Et je ne sais pas si défensivement, l'attitude qu'on a actuellement permettra de faire face à la qualité d'une équipe comme Arsenal. D'accord, tu as des doutes sur l'organisation défensive générale, quoi. Mais après, Exactement. c'est trop tard pour la modifier. Ouais, mais c'est une évolution que je note vraiment pour le coup avec une, un vrai engagement vers l'avant d'un ou des 2 défenseurs «centraux» entre guillemets, avec en plus un Hakimi qui reste toujours très haut et qui, pour le coup, on voit souvent quand les équipes arrivent à jouer à l'opposé, un vrai retard pris parce que il y a eu Marquinhos par exemple qui est sorti à la position et Hakimi qui est dans le camp adverse et qui doit revenir. Donc je me questionne en tout cas pour demain, ce que amènerait ce genre d'attitude face à une équipe qui, on l'a vu avec Rice ou même d'autres, ou même Odegaard par exemple, qui sont capables de voir très vite et de lancer assez loin. Et Arsenal, on en parlera peut-être après, mais c'est une équipe, le jeu long, ça leur pose pas de problème. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que défensivement, ça flotte pas mal depuis un certain temps côté PSG. Est-ce qu'on va se retrouver à le payer? J'espère pas. Mais bon, il y a quand même un vrai sujet sur l'efficacité défensive. En fait, je trouve que il y a plus de moments qu'en début de saison où notre défense centrale est pas très bien positionnée en fait. Et je vois passer des trucs. Des fois, je suis Marquinhos, qu'est-ce que tu fais? Enfin, il y a pas que Marquinhos hein, pour le coup. Marquinhos, c'est pas forcément tout le temps de sa faute. Mais c'est vrai qu'il y a des flottements où bon, tu peux te demander un petit peu quelle est l'idée derrière, qu'est-ce qui se passe. Beraldo titulaire, Beraldo vendredi soir, il fait n'importe quoi au bout de 20 secondes de jeu, donc il n'y a pas de solution miracle. Hein. Ça viendra du collectif, mais je trouve qu'il y a des vrais soucis de concentration aussi. Les buts sur coup de pied arrêté, ça peut arriver, ça ne me dérange pas, mais quand je vois en 2 matchs Mayulu qui saute pas, Ruiz qui saute pas, bon, au bout d'un moment, il va falloir sauter. Hein. C'est pas comme si vous étiez spécialement performant dans les airs. Je sais pas s'ils se voient trop beaux. Je pense plutôt ils sont pas concentrés assez. Et c'est là où on en revient aussi un peu sur la fatigue mentale. C'est dur d'être concentré à 100% toute la saison. Donc voilà. Mais bon, j'ai quand même espoir que sur un match aussi important, les joueurs se mettent la tête à l'endroit et soient en mesure d'être attentif pendant toute la durée d'un match. Quoi. Et pas seulement 60-70 minutes, prendre un but au bout de 20 secondes en seconde mi-temps. Je vais pas être méchant, mais c'est un but de mauvaise équipe ça. Donc c'est comme ça. Quoi. Un petit Vitinha sur les épaules de Pacho pour les corners. Je crois que Pacho va déjà s'occuper de pas mal de choses. Il a pas que ça à faire de porter Vitinha en plus. Mais on peut peut-être additionner des joueurs. Oui, Daryl, Blaise, pardon. Non, non, c'était juste pour, quand même, parce que là, tu as aussi parlé de Nice. Juste, moi aussi sur ce match-là, ce que je voulais dire et c'est un peu sur la séquence parce que autant Nantes, ça c'est un vrai match où l'équipe a pas voulu faire les efforts et même en gardant le ballon très longtemps, il pouvait y avoir des dégâts et c'est ce qui a été occasionné. Mais moi je trouve que Nice, avec la performance défensive et beaucoup de Boulka, je sais pas si c'est peut-être du relativisme exagéré, mais je pense que c'est un match qu'on aurait pu perdre à un autre moment de la saison. Où il y a des moments où c'est vrai qu'on s'en est plutôt bien sorti et on n'en parle plus parce qu'on a été très bon cette saison, mais la première mi-temps à Nice, j'ai rarement vu l'équipe autant dominer, hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, ce PSG Nice, on aurait pu le perdre après une trêve internationale en octobre, hein, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Hein. Exactement. Voilà. Donc bon. Mais c'est vrai que ça la fout mal que ça tombe juste avant une demi-finale, que ça tombe à 3 journées de la fin, tout ça. Bon. Juste petit passage sur les. Est-ce qu'il y a des. Là, t'as parlé un peu de Marquinhos, ça paraît tout ça. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont un peu inquiété ces dernières semaines, ou qui vous ont au contraire plu, qui vous ont rassuré? On va plutôt être dans le négatif que dans le positif vu les matchs, mais je vous laisse réfléchir une seconde, Daryl et Blaise. Je voudrais Il y remercier en les a un subbers. évident en négatif, hein. D'accord.
Merci à Thomas Zalaza pour les 2 abonnements qu'il a offerts. Merci à Aristide B, à Martin BLT11, à Sandrigno91, à JV Aurel et à Flanawitch. Donc, on me dit Vitinha Blaise. C'est à lui que tu pensais? Ah non, je pensais pas d'abord à lui, je pensais à Gvara. Ah, bah écoute, je suis d'accord avec toi. Tu veux développer Ouais. ou... Bah, vas-y, non, je veux bien t'entendre, parce que c'est vrai que Bah, on en t'entend fait, assez peu sur les joueurs, donc je veux bien t'entendre. Gvara, c'est juste que... Bah, Nice, pardon, à Nantes, il fait un match catastrophique. Nice, un peu mieux. Mais le truc, c'est que il est toujours pas totalement adapté collectivement à l'équipe. Oui, contre Nice, ça va. Mais bon, c'est un bon match en je sais pas combien. Euh, il n'est pas totalement adapté à l'équipe, donc comme c'est un joueur qui va beaucoup se reposer sur son niveau intrinsèque, entre guillemets, sur sa performance individuelle. Et dès qu'il est moins bon, bah forcément ça se voit d'autant plus en fait. Parce qu'il peut pas se reposer sur un redoublement de passes, des fois il va jouer à contre-temps, ce genre de choses. Donc, bah ça, tu te retrouves vite à te demander mais qu'est-ce qu'il fait, à quel point il est bon, pas bon, tout ça. Mais paradoxalement, je m'inquiète pas du tout pour lui pour Arsenal. Parce que j'ai vu ce que les ailiers un peu dits traditionnels avaient fait contre Jurin Timber cette année. Et avoir ce mec qui joue un football qui est unique, beaucoup dans la feinte, la feinte en permanence, la feinte de corps, la feinte de frappe, le pied gauche, le pied droit. Il joue vraiment un football à part, faut quand même s'en rendre compte. Hein. Je me faisais la remarque encore le vendredi soir dans le match, mais quand il est passé là sur son côté droit, côté gauche, pardon, entre 2 mecs avec l'arrière droit qui sait pas où aller, genre mais il est où ce type quoi. Voilà, disons que quand je dis ailier traditionnel, c'est l'ailier moderne. Par exemple, c'est Barcola, c'est Vinicius, c'est l'ailier qui va aller très vite, qui va beaucoup déborder en vitesse. Alors attention, hein, Vinicius, il a un sens du contre-pied qui est monumental aussi, mais il n'est pas beaucoup dans la feinte un peu à l'ancienne de Gvara. Et je pense que c'est un joueur que Arsenal, et Timber en particulier, n'a pas du tout l'habitude de croiser. C'est un joueur très particulier, Gvara, dans son approche du ballon, du dribble, du 1 contre 1. Donc, il m'inquiète sans m'inquiéter. Je pense qu'à moyen terme, ça sera un joueur beaucoup plus intégré, tout ça. Mais en tout cas, voilà. On me dit, il me fait penser à Berbatov version liée. Bah, il y a un peu de ça, la finesse technique incroyable de l'immense Dimitar Berbatov. Mais j'avoue que on me parle de Ribéry et franchement, Ribéry avait sur 3-4 premiers appuis, il envoyait du bois, hein, faut quand même s'en rendre compte. Hein. C'est un joueur très très explosif. Gvara est pas aussi explosif, mais il est très créatif et je suis à la fois inquiet et pas inquiet en fait. Des côtés, je suis là, mais vas-y, si tu fais ça, enfin, t'arrives pas à passer Kelvin Amian quoi. Kelvin Amian, il a fini en série B italienne en étant remplaçant quoi. Bon, si t'arrives pas à passer Kelvin Amian, qu'est-ce que tu vas faire en demi-finale Ligue des Champions? Et puis le match d'après, il est bien meilleur contre des mecs comme Jonathan Klaus qui ont été international. Alors après, Klaus, c'est pas un spécialiste défensif. Hein. Mais voilà. Je crois pas que Timber ait déjà joué contre Gvara. Peut-être s'il y a eu un Napoli-Ajax à l'époque. Mais en tout cas, ça me dit rien du tout. Voilà. Et Gvara à droite, ouais, faut oublier. Donc Gvara à droite, non, merci, mais ça va aller. Donc voilà. Non, j'avoue que moi, celui qui m'inquiète le plus, c'est peut-être, Marquinhos, Gvara, ce genre de joueur. Enfin, je sais pas si ça m'inquiète en fait. Dans le fond, je sais que les matchs de Ligue 1, ils les jouent parce qu'ils doivent les jouer, mais bon. Il y a Ouais, un c'est truc. vrai que c'est difficile de parler d'inquiétude quand, on 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 sait pas déjà ce que sera le match de demain, mais Ouais. surtout on a l'impression que cette équipe, même en étant en difficulté parce qu'elle a vraiment pour le coup été, à Aston Villa, bah, je pense qu'il y aura des moments où on va retrouver ce qu'on a pu voir cette saison de très positif et dans un bon jour, bah, ça peut suffire pour sortir avec un très bon résultat. C'est ça le truc. C'est totalement ça. Mais tu vois, par exemple, il y a un truc, c'est une personne qu'on me cite sur la live qui est très juste. Je vois Joao Neves qui m'a l'air d'être en immense difficulté sur le plan physique. Vraiment. Pour le Ah, coup, le pauvre Joao, il m'a l'air mais cramé de chez cramé, quoi. Oui, Daryl? ah oui, non, je suis complètement d'accord ouais, sur le cas Joao Neves. Oui, on en parle Euh, peu, effectivement, mais lui, on sent que son influence a diminué de manière drastique. Hein. Et là, ouais, physiquement, ça devient de plus en plus compliqué pour lui. ouais, Il a voilà. un jeu en plus très énergivore et donc tout de suite, ce genre de joueurs, bah, quand ils sont plus tout à fait dans leur assiette, ça ressort pas mal.
Ouais, il y a lui, donc lui c'est pour une raison physique, et l'autre qui, je sais pas si on peut dire qui m'inquiète, mais bon, sur lequel j'ai quand même des appréhensions, c'est l'ami Dembélé devant les buts, parce que ça reste, attention, hein, ça reste le joueur le plus créatif de Ah, l'équipe et le meilleur joueur de l'équipe, je pense, mais 5 matchs d'affilée sans marquer, des frappes qui oui. avant finissaient au fond et qui finissent désormais de nouveau dans les bras des gardiens, je sais Mais, pas, mais, Ouais, mais dans la mais- créativité, moi, je le sens quand même. Enfin, pour le coup, ces deux matchs contre Nantes et Nice, là, ouais, c'était bien, je l'ai trouvé surtout vraiment Nice. très bon dans ses décrochages. Oui, Ouais. surtout Nice, évidemment. Mais je parle Je l'ai juste trouvé la confiance devant ouais, les buts. devant les buts. Ouais, la Ouais, confiance devant les devant les buts, buts, je c'est suis. pas. ouais, Je mais sais pas. Mais justement, je pense j'ai. que tu as tout dit en fait en disant 5 matchs sans marquer. Et je pense qu'en fait, bah, on retrouve le Ousmane Dembélé qui a envie de marquer, qui a vraiment envie de Ouais. marquer. Et là, ouais, je te suis totalement dans le sens où bah, quand il a vraiment envie de marquer comme ça donne pas le Ousmane Dembélé qui arrivait à aligner des doublés ou triplés pendant un mois pratiquement. Ouais, mais je pense que dans un match comme ça, enfin, bah, comme celui qu'on aura demain, à mon avis, il y a des situations où il tentera pas la frappe, hein. Je sais pas. Parce Il y qu'il y a. a, il y a des cas où on Tiens. sent qu'il force un petit Ah, peu je sais pas, ouais. pour la Il stat l'a fait, hein. Il individuelle. l'a fait ces derniers temps, hein. Quand il est très excentré, en bout de course, il le fait, hein. Juste, il y a un truc Ah que oui, je oui, trouve. oui, oui. Une remarque intéressante sur la live, et je suis totalement d'accord, c'est on me demande est-ce qu'il manque pas un peu de rythme, Ousmane, à force d'être tout le temps reposé. Bah, je me suis posé un peu la question. Je crois que c'est Bafé Gomis qui en a parlé sur Dazan à la fin de PSG Nice en disant mais à force de jamais jouer, c'est dur d'être en rythme en fait. Et le fait de lui avoir fait enchaîner 2 titularisations, je trouve qu'en termes de Ouais, peut-être créativité, une ça très bonne chose pour revient, lui. c'était bien. Maintenant, il faut le but. Après, ça peut aller vite le but, hein. Une frappe, c'est un peu Ouais. contré, ça va au fond. Bah voilà, la confiance, elle est de retour et ça redit ouss. Donc, Mais non, mais voilà. mais ce que tu disais et ce qui était dit dans le chat, par rapport au rythme, ça s'est déjà vu la saison dernière et où pour le coup, en plus, ça lui, Ousmane Dembélé, ça se voit vraiment dans la créativité justement et c'est pas étonnant qu'après 2 titularisations donc, contre Nice, il ait repassé les dribbles, il ait refait des différences balles au pied et ça, c'est quand il est en jambes. Quand il a un peu moins de rythme, c'est vrai qu'il est pas très en réussite sur ses dribbles à chaque fois. Ouais, ouais, c'est sûr, mais bon, on va voir ce que ça va donner. On dit Dembouz, l'homme des grands matchs. Mais oui, non, mais en fait, c'est plus. Oui. J'aurais, honnêtement, si on avait perdu contre Nice, mais que Dembélé avait marqué, j'aurais été beaucoup plus inquiet. Mais beaucoup moins inquiet, pardon. Là, ça m'embête un peu qu'il se retrouve face à Boulka qui fait un match de très haut niveau. Et bah voilà, il lui sort tout et tu te dis ouais, le pauvre, il est un peu maudit quoi. Donc bon, Honnêtement, sa manchette, elle est incroyable. Non et mais c'est phénoménal. non mais il a sorti des trucs Boulka. Pour moi, il est encore le match est meilleur qu'Alisson, mais vraiment. Ouais, mais ouais, en faisant la comparaison quand tu l'as dit, ouais, c'est vrai. Parce que et en plus, c'est sur des moments où il enchaîne, comme dans les arrêts de jeu, quand il prend feu, c'est impressionnant et ouais, il y a la maladresse de nos joueurs qui, quand ils ont un peu plus de précipitation, sont pas les plus fiables face au but. Mais pour le coup, je pense que en toute logique, Ousmane Dembélé, ce match-là, c'était un but, une passe D, hein. Un but, une passe D, je sais pas, mais en tout cas, Ah, la passe D est réelle, la passe D est réelle. elle est voilà. Je pense qu'il peut en mettre plus que ça. Après, il y a des moments où je lui en veux un peu. C'est par exemple, je sais pas si vous voyez, on est à la demi-heure de jeu là quand il y a, je crois que c'est Kvara qui le décale côté droit. S'il frappe sans contrôle pied gauche, je pense qu'il peut marquer direct. Et il fait un espèce de contrôle pied droit ou c'est pas fluide quoi. Et bah évidemment la porte se referme et il tire tout droit dans Boulka quoi. Et Mais c'est ça, là c'est où la voilà, confiance. ça fait un peu manque de confiance quoi. Ouais Blaise Daryl. Ouais, non, mais ça, c'est la confiance parce que je me rappelle que au moment où il a aligné aussi beaucoup de buts en début d'année, le pied gauche, il l'utilisait et en plus en étant très calme, pas forcément en puissance et juste, en plaçant les ballons, hein. Ouais c'est ça. Bon, on va voir. Pardon. On me dit on aura besoin de ces dreams face à Guillard. Oui, oui, totalement. Mais on va en reparler après. Sur les joueurs qui vous font plaisir en ce moment, qui vous inquiètent pas du tout, un autre nom de Blaise ou Daryl. Moi, je peux vous citer des mecs que je trouve en forme, Ah, hein, bah, qui nous inquiète pas, il y a Ruiz.
Ouais, mais oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Ah bah pour Non, le mais coup, après, lui, vas-y, Daryl, excuse-moi, parce que ouais. j'allais croire que Philo voulait qu'on abrège la Non, chose, non, mais il non, faut non, quand non. même le noter, hein. Ah oui, oui, Ruiz est dans la forme de Ah sa ouais. vie. Donc Ah oui, oui. oui, il est vraiment très important en ce moment, hein. On peut même le dire, je pense, dans la séquence actuelle. C'est le milieu de terrain qui livre les prestations les plus satisfaisantes, hein. Alors, on peut évidemment parler de son but contre Nice, qui est exceptionnel en tout point, hein, de la façon dont il s'ajuste avec ce ballon qui arrive derrière et sa reprise vraiment parfaite du gauche pour la caler et battre Boulka qui était justement quasi invincible vendredi soir. C'est fantastique, mais en plus il y a toujours cet abattage physique, c'est cette grande intelligence dans les déplacements, sa bonne lecture du jeu. Bon, donc, non, pour le coup, défensivement, lui, il est aussi présent. Et voilà, en termes d'état de forme, je le sens beaucoup moins entamé qu'un Joao Neves, alors que il enchaîne quand même les rencontres. Et donc, non, c'est plutôt très positif d'avoir un Fabien Ruiz à ce niveau. Et là, aujourd'hui, on ne parle plus. Il y a plus beaucoup de gens pour le remettre en question sa place dans le 11 de départ, quoi. Ouais. D'ailleurs, enfin, ça fait un moment que sa place elle est assurée, quoi. On nous dit Ah oui, est-ce que Ruiz ne ressort pas parce que Neves et Vitinha ont baissé? C'est possible aussi, mais Alors, peut-être que lui est plus ah, constant que les peut-être. deux autres aussi. Voilà. après, même pas forcément, parce que oui, il a des qualités différentes et peut-être que dans un foot où on aime beaucoup les joueurs, très techniques et les 2 Portugais ont des profils, qui font plaisir à l'œil. Mais je trouve que, par exemple, Ruiz et son but le montre, c'est un des joueurs qui se déplace le mieux dans l'équipe, en fonction des besoins justement de l'équipe. Donc, moi je suis pas surpris qu'il se retrouve souvent dans les zones d'impact. Il y a eu souvent des propositions côté gauche pour amener des centres ou même pour combiner et là, pour finir, il y avait, ça m'a rappelé aussi le but, je crois que c'était, contre Marseille, où il fait l'appel et il donne après. Non, pour le coup, oui, c'est pas surprenant en tous les cas qu'il soit mis en valeur. Après, le meilleur ou pas le meilleur, ça c'est un autre débat, mais en tout cas qu'il soit mis en valeur dans cette équipe, vu ce qu'il propose, moi ça me surprend pas. Et puis, comme on me dit sur live, il met un but extraordinaire. En termes de compréhension de ce qui se passe, enfin de déplacement, de positionnement du corps par rapport au ballon, tout ça, il met un but extraordinaire. Vraiment, enfin, déjà les ballons qui viennent de derrière, par définition, où tu vois pas bien, c'est le plus dur à reprendre. Parce que, pardon, t'as besoin de repositionner ton corps, tout ça. Et là, le ballon, il est gaucher en plus. Donc il faut encore plus encore plus pivoter sur lui-même. Et il arrive malgré tout à s'en sortir et tout. Non, franchement, la finition est extraordinaire. Avec le rebond en plus et tout. Bah, le rebond, je pense, l'aide un peu quand même. Mais vraiment, techniquement, extraordinaire comme but. Après, c'est sûr que bon, c'est moins visuel que le but de Gouiri, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont su apprécier le but à cet instant du match parce que très 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 fort techniquement. Après, on espère que ça sera pas le dernier de la saison surtout. On a eu peur pour sa hanche, me dit-on. Attendez, Fabien Ruiz, il est arrivé dans la surface, il a mis une feinte. Abdelmonem, il a pris 6 mois d'arrêt. S'est fait les croisés tout seul. J'avoue que le pauvre, j'ai fait, mais comment il a pu faire ça, ce pauvre Fabian, en avançant à 2 à l'heure. En tout cas, malgré tout, bon rétablissement niçois parce que je ne souhaite jamais la blessure d'un joueur. Même celui qui a mis son premier coup franc ce week-end. Et donc, ça m'a fait de la peine pour lui. Mais en tout cas, le Ruizismo de l'Euro est en approche. On est fin avril. Les beaux jours arrivent, il est là. Non, dans les joueurs qui m'ont un peu rassuré, il y a Pacho. Enfin, pas rassuré, mais la première mi-temps de Pacho contre Nice notamment, mais un monstre à un point. Franchement, mais il a joué pour deux, quoi. Je sais pas si vous voyez, des fois il y a des matchs comme ça où il y a un défenseur central qui joue pour deux, quoi, qui fait le boulot des deux. Alors c'est rare, hein, c'est en général sur des joueurs de petit niveau et tout,
Mais là, vendredi soir, la première mi-temps, mais Pacho, il faisait tout. Mais vraiment tout. Il sortait, il revenait, il prenait les ballons pour Marquinhos, et l'autre était à côté comme un poteau, là. Non, vraiment, ouais, c'était. On me cite Thiago Silva avec Marquinhos, mais ouais, il y a un peu de ça, quoi. Parce que franchement, j'ai été bluffé de sa première mi-temps. Après, la deuxième est plus compliquée. Mais je sais pas, Daryl ou Blaise, ce que vous en avez pensé. Vraiment, j'ai été absolument soufflé par l'Uruguayen. L'Équatorien gaucher, en tout cas de mon côté. Non, oui, Blaise. Oui, bah, c'est un fort défenseur et pour moi le meilleur, actuellement défenseur, donc qui est capable de faire face à plusieurs oppositions et ouais, il y a eu de ouais, moi aussi j'ai vraiment pas forcément été rassuré parce que j'ai pas été inquiet, je pense que tant que physiquement ça ira, même s'il peut avoir des passes, un peu moins bonnes, j'ai l'impression que ce joueur, enchaînera et ce que tu nous avais rapporté des propos du journaliste belge viennent à confirmer ce qu'on voit donc non, pas forcément rassuré mais ouais, c'est toujours plaisant de le voir capable d'avoir cette cette zone d'intervention très grande et peut-être de se enfin ça là où ça nous rassure, c'est de voir qu'il y a une courbe de performance du capitaine Marquinhos qui actuellement ne laisse pas augurer tout un match, de grande qualité face à une opposition très forte. Parce qu'il y a pas tout qui est mauvais chez Marquinhos et on l'avait même noté sur d'autres matchs où il y avait, la première mi-temps Aston Villa ou même parfois des moments où il était bon, mais il y a, je sais pas, une irrégularité, pardon, au sein du même match qui m'interpelle. Donc de voir Pacho capable de répondre, après lui aussi avoir enfin un petit peu soufflé quand même, bah, ça laisse augurer, en tout cas peut-être des choses un peu plus positives au moment de défendre demain. Ouais, c'est vrai qu'on me rappelle sur live que sur le premier but d'Arsenal en poule, il était pas glorieux, glorieux, l'ami Pacho. Il était un peu Mais entre Pacho, deux. c'est souvent, c'est quand, les équipes, bah, même le second but de niçois, le montre. En fait, Pacho, là où il est un petit peu, jeune, enfin, parce qu'il est vraiment jeune, mais là où il montre vraiment sa jeunesse, c'est quand on l'amène à sortir un petit peu de sa position et naïvement, il est très souvent attiré par ce qui se passe, face à lui et sans regarder, derrière lui. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bon. Après, on parle du fait qu'il faudra lui trouver un bon complément. Oui, oui, et puis il faudra aussi que Pacho confirme et tout ça. Donc, bon, c'est à suivre. Daryl, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les joueurs qui nous ont un peu inquiétés, rassurés dernièrement ou pas? On me dit sur live Barcola pas mal depuis le Havre. Je suis pas sûr que tu seras d'accord, mais Ah non, oui, non, pas spécialement, non. non. Non, non, Barcola, je le trouve. Bah là, j'ai l'impression qu'en fait, il navigue un peu à travers les matchs sans véritablement parvenir à s'illustrer ou retrouver en tout cas sa meilleure forme. Et plus gênant, bah, on sent que c'est un joueur en fait qui est un peu à la recherche du but, quoi. Et là, il y a quand même pas mal de situations ou d'occasions où il doit faire mieux et on sent que le fait de ne pas avoir marqué depuis un petit moment, bah, le fait un petit peu grand-berger, quoi. Par exemple, contre Nantes, il y a son espèce de face-à-face là où il joue le piqué alors que il y a une passe facile à faire pour Ramos. S'il est plus en confiance à ce moment-là, bah, il décale Ramos tranquillement comme il en a l'habitude d'ailleurs, parce que c'est quand même un joueur vraiment très altruiste. Et Ramos met le deuxième. Donc bon, Barcola, oui, son état de forme est pas incroyable. Ce Sur qui est le dommage parce qu'en plus il va être important dans cette double confrontation. sur le live, on me dit que ça fait 12 matchs qu'il a pas marqué. Ça me paraît énorme. Il avait pas marqué en Coupe de France quand même un peu. Parce que 12 Je matchs, suis ça me pas sûr, hein. paraît. Contre Ah ouais, Dunkerque, non, non, il a marqué? dernier match Non, qu'il a hein. marqué, c'était à, non, c'est à Rennes début mars. Ouais, donc ça fait Ah peut-être bah 12 donc ça va matchs, faire ouais. bien 12 matchs, hein. Ah bah oui, ça fait facile 12 matchs, hein, début mars. Ouais, ouais. Donc bon, il y a eu la trêve entre-temps, mais non, ouais, je pense que ça fait, on y est, hein. Ouais, c'est vrai qu'il Oui, a, ça fait beaucoup. il a donné pas mal de passes décisives.
Mais ouais, 10 C'est avec ça. le PSG et 2 avec l'équipe de France, ouais. Bon, bah faudrait ça serait pas mal qu'il marche. Mais c'est vrai qu'il a donné pas mal de passes D. Attends, on me dit il en a donné combien des passes Oui, ça D? compense pas mal, hein. Parce que sur la 1, séquence de ces 12 matchs, je pense qu'il en a, 4, ouais, il en donne 5, beaucoup. 6, je compte 6 passes D quand même. Voilà. Ouais, voilà. Plus celle à Aston Villa qui est pas comptée sur le premier but, mais Mm. qui est quand même importante. Voilà. Oui, donc il y a toujours un apport statistique qui est là, hein, et qui est réel, ça c'est clair, mais c'est vraiment le but quoi, qui lui échappe en ce moment. Ça, il suffit d'un déclic et ça peut arriver vraiment n'importe quand, hein. Regardez, repensez à Doué, à ses débuts qui forçait, le fait de marquer vraiment le faisait grand berger, le but, enfin le fait de le voir marquer semblait très loin. Et puis en fait, il a suffi que ça rentre une fois sur une situation vraiment, vraiment intéressante là contre Salzbourg, où il a su convertir l'occasion et après, hop, il est rentré dans une séquence où il était décisif à chaque match quasiment, quoi. Ouais, Donc c'est vrai. ça, c'est des choses qui peuvent vraiment arriver très rapidement, quoi. Ouais, bon, on espère que ça va arriver dès demain soir. Euh, Ah oui. Blaise ou Daryl, il y a un dernier joueur dont vous voulez parler ou on passe à Arsenal PSG? Allez, faut se dépêcher là, hein. Hop, hop, hop. Bon, Daryl a rien à rajouter. Blaise, j'ai l'impression non plus. Donc, on va passer à Arsenal Paris Saint-Germain. Warren, bah Warren, il n'y a rien de nouveau, il fait toujours les mêmes matchs, c'est désespérant. Enfin, non, c'est pas désespérant, mais il est dans le creux, et puis bah faut espérer que ça remonte. Mais bon, il n'y a pas grand chose à en dire de nouveau, malheureusement, à ce niveau-là. On va attaquer l'autre grand rendez-vous, enfin le grand rendez-vous de la semaine, le seul qui compte. Arsenal Paris Saint-Germain, demi-finale à la Ligue des Champions, donc demain 21h, je sais même plus si c'est Canal Plus ou Canal Plus Foot, je pense que c'est Canal Plus Foot encore. Ouais, je pense, hein, parce que c'est le mardi, Ouais, donc c'est le a priori. mardi, c'est ça quoi. Voilà. Mm. Foot, ouais, me dit-on. Débrief de la conférence de presse. Alors j'avoue que j'ai pas du tout eu le temps de la regarder. J'ai lu quelques extraits, j'ai même pas eu le temps de la retranscrire, donc je suis complètement à la ramasse sur ce point. Je suis absolument désolé. Mais le lundi c'est compliqué. Voilà, faites pas les conférences de presse le lundi, ça m'arrange pas. Je dis pour l'UEFA s'ils veulent changer, mais je suis pas sûr d'être entendu bizarrement. Premier point. Est-ce que, bah tiens, Daryl, est-ce que tu veux nous faire la compo probable de Arsenal Football Club, puisque tu es celui qui les suit le plus. Euh, Ouais, ouais, on t'écoute. avec plaisir. Vas-y, mon champion. Alors. Donc, dans les cages, bien évidemment Raya, là, rien à signaler. Ensuite, en défense, ça devrait être Timber à droite, dans l'axe Saliba et Kivior, puisque Gabriel est blessé, et à gauche Louis Kelly, puisque de Calafiori toute ne façon sera pas là, hein. Voilà. voilà, c'est ça. Alors, Calafiori ne sera pas là. Arteta l'a dit, Euh, faut pas trop faire confiance à Arteta non plus. Arteta ment comme pas permis quand il s'agit des blessés. Il faut en avoir hmm. conscience. Voilà. Mais quand C'est bien même il serait là, il n'a pas joué depuis ouais, la trêve de mars. ouais, ça fait plus d'un Donc mois qu'il a pas joué. Voilà. voilà, donc il va pas débarquer comme ça titulaire dans une demi-finale de Ligue des Champions. Donc ce sera très clairement Louis Kelly, puisque Zinchenko de toute façon ne joue plus beaucoup. Donc voilà pour la défense. En milieu, alors là les absences vont jouer un rôle, puisque comme vous le savez, Partey s'est fait bêtement suspendre pour cette rencontre. On peut remercier Rudiger qui aurait au moins fait quelque chose de bien dernièrement. Appréciez Donc, bien. C'est la seule fois que nous allons remercier Tony Rudiger. Hein, c'est ah sûr. oui, Cette très brute clairement. épaisse. Ah oui, Voilà. ah oui, Bon, vu les exploits du bonhomme, les exploits récents, là, c'est. on va dire peu de bien de ce garçon. Ah, il s'est excusé sur Instagram. Ah bah ça va alors, s'il s'est excusé Ah sur bravo, Instagram. ah oui, Ah dans ce bravo. cas-là, c'est bon alors. Il Bah, tout va pourra, bien alors. il pourra recasser un genou au prochain match. Il refera un petit post Instagram. Tout va bien alors. C'est bon. Oui. C'est formidable. Instagram, c'est génial, dis donc. Bref, Ah oui, bah oui. au milieu de terrain, donc il n'y a pas Partey. Globalement, on connaît à peu près les trois Voilà. joueurs qui vont jouer quoi. Ouais, pas Partey et Jorginho blessé. Et bon, de toute façon, c'est même un match de Ligue des Champions pour Jorginho qui commence à être, qui est plus proche de la fin de sa carrière, dirons-nous, que du début. C'est pas forcément simple. En plus, face à notre équipe très mobile, donc voilà. Globalement, ce qui va se passer, c'est que de manière certaine, c'est que Declan Rice
va être repositionné devant la défense. Donc il va jouer en 6 avec Ødegaard, capitaine, donc dans son habituel rôle de relayeur droit, cette espèce de rôle un peu hybride de 8-10. Et à gauche, ce sera du coup Merino. Normalement, c'est le poste occupé, relayeur gauche, donc c'est le poste occupé par Rice, mais là, ça devrait être Merino alors qu'il n'a pas joué la semaine dernière contre Crystal Palace de manière un peu surprenante. Alors Arteta n'a pas, comme à son habitude, hein, n'est pas Il a vraiment dit qu'il rentré s'était entraîné, dans les voilà. détails. Voilà. Mais en tout cas, En fait, bon, il y a lui et Ben White qui étaient les deux absents de dernière minute contre ouais. Crystal Palace que personne n'avait vu venir. Et Arteta a dit Mm. mais ils se sont entraînés, on verra demain, mais ça pourrait être bon. Bon, allez, c'est bon, il va Ouais. gambader comme un lapin, voilà. Ouais, c'est ça. Alors Ben White, bon, lui, il a un peu, pas mal été blessé cette saison. Il a du mal bon, à, bah, à enchaîner en fait une longue séquence sans blessure. Donc, bon, lui, qu'il soit absent de manière surprenante, enfin justement, en fait, qu'il soit absent comme ça de manière périodique, c'est pas si surprenant. Bon, Merino, il y avait aucun signe avant-coureur, mais bon, ça devrait. Je pense qu'il y a eu une alerte et que ils ont évité simplement de prendre le moindre risque. Compte tenu du fait qu'ils sont quand même très limités et vraiment très pénalisés par les blessures. Donc voilà, Merino, a priori, va jouer à son poste naturel de relayeur gauche. Et donc, sur la ligne d'attaque, sur les ailes, ce sera évidemment Saka et Martinelli, puisque de toute façon, ils n'ont pas spécialement d'autres options. Saka, Sterling, Saka avait marqué à l'aller d'ailleurs. ouais, Martinelli avait été dangereux, mais Donnarumma il avait gagné son face-à-face. Mais Saka est ouais, le tout meilleur à fait. buteur d'Arsenal en Ligue des Champions avec 5 buts cette saison. Voilà. Oui, oui. Oui, Et de toute façon, bon, Saka, c'est vraiment le joueur qui, depuis son éclosion, ne fait que progresser de saison en saison, assumer de plus en plus de responsabilités. Ses statistiques augmentent chaque année. Alors bon, pas forcément cette saison, évidemment, parce qu'il y a eu une blessure assez longue, la première très grosse blessure de sa carrière d'ailleurs, parce que c'est un joueur qui joue énormément, que qu'Arteta ménageait très peu jusque-là. Donc, voilà, vraiment un joueur d'une très grande fiabilité physique et pourtant, il se fait pas mal attaquer les chevilles chaque week-end en Première Ligue. Mais donc là, voilà, il sera présent et ce sera évidemment le danger, un gros danger à surveiller. Et donc, Martinelli sur le côté gauche, bien sûr, et dans l'axe, a priori, ce sera Trossard qui a repris un petit peu confiance sur ses derniers matchs, parce avant leurs deux derniers matchs de Première Ligue, je crois que Trossard n'avait marqué qu'une fois, ou peut-être deux, en 2025. Donc là, il a doublé, voire même plus. Ouais, il a mis 3 buts sur les deux derniers matchs de Première Ligue. Donc voilà, il a fait pas mal de buts à son total, et des buts pas dégueulasses, hein, en plus. Donc il a un peu regagné confiance, on va dire. Et donc voilà, ce sera lui qui avait déjà joué face à nous en octobre, hein, lui aussi. Donc voilà, c'est le 11 type. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise, hein, côté Arsenal. Ils ont pas beaucoup de choix de toute façon. Donc voilà, ce seront ces Daryl, joueurs-là. Trossard était Ouais, titulaire en octobre ou pas? Ah oui, il était titulaire comme ouais, il était troisième titulaire, mais je milieu, crois que c'est ça? c'est Parce que Odegaard n'était pas ouais, là. je crois que c'était ça. C'est ça. Il remplaçait Ødegaard à l'époque. Ouais. Voilà. Bah là, il jouera en pointe. Bon, d'accord. Mm. Il avait marqué contre nous? Non, il fait la passe D pour Havertz Non, sur le premier but. c'est ça. Il fait la passe D pour Havertz. Ouais. Voilà. C'est une situation, d'ailleurs, le genre de situation qu'on craint un peu et qu'on a un peu trop vu justement ces derniers temps, où il y a une espèce de percée axiale, où le gars peut progresser pendant de nombreux mètres, un peu à la McGinn, quoi. Mais il a été parti de plus haut, il me semble, où voilà, le gars rentre dans l'axe, et avance pendant beaucoup trop longtemps, puis il a toute la liberté de délivrer un bon ballon qui nous plombe, quoi. Ouais. Question, tiens. Il reste qui sur le banc de touche d'Arsenal, à part Arteta? Personne. Non, mais Il c'est. reste Arteta, Nicolas Jauvert, et, Alors, et globalement, ils ont. Nico Jover, qui est quand même l'entraîneur de coup de pied arrêté d'Arsenal, qui est une sorte de magicien du corner. Respect à lui. Bon.
Après, on me dit sur live, Sterling, Après, Noiri. voilà, il reste Nwaneri, Ethan Nwaneri, qui est en gros un jeune, un jeune ailier hyper talentueux, qui a un peu, pendant la blessure de Saka, voilà, il a enchaîné les titularisations. Et bon, c'est vraiment un excellent joueur, hein, niveau jeune. C'est un peu la révélation avec Luis Kelly, mais il était quand même plus attendu, hein, parce que je me rappelle de Nwaneri, il a fait ses débuts à 15 ans dans un match de Première Ligue contre Brentford, là. Il était rentré en fin de rencontre et c'est un joueur avec vraiment énormément de culot, un superbe pied gauche, une belle capacité à déstabiliser. Et donc, c'est pour le coup, sur le banc, c'est clairement leur option, enfin leur alternative offensive numéro un. Parce que Sterling, c'est C'est très compliqué, rigolo. hein. C'est Ouais, c'est rigolo, mais c'est plus très sérieux en mais 2025. ah ouais, non là, Tiens, on nous voilà, demande, vous préférez Sterling ou Ramos en bout de banc? Franchement, hein, ça me fait non mais bizarre. Ramos, hein. Ah ouais, Sterling, Ah non, mais non, il y a même pas de débat possible, hein. Sterling, c'est très 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 compliqué, vraiment. C'est-à-dire qu'il ouais. n'y a plus une seule, enfin, en tant qu'ailier, il est plus capable de faire la moindre différence. Son état de confiance a complètement sombré. Enfin, c'est un joueur Sterling il faut se rappeler qu'il a commencé à 16 ans à Liverpool, hein. Ouais, il a commencé très Et très quand jeune. et voilà, voilà. Ap- Et il enchaînait les matchs titulaires dans Liverpool, à l'époque avec Suarez, Sturridge et compagnie. Donc ouais. c'est un gars qui est dans le circuit depuis longtemps, qui, qui a fait en plus partie des élites, qui a joué voilà, dans le grand Manchester City avec Pep, et qui était globalement essoré, qui était essoré par Pep aussi. À City, il a enchaîné des saisons avec énormément de matchs où il jouait quasiment tout le temps. Et bon, fut un temps où c'était un gars qui pouvait faire des saisons en double-double, enfin, mais double-double 20-20, quoi. Donc, une passe décisive. Alors, Et, après, Daryl, je me permets de te rappeler qu'on a relancé Jack Grealish début janvier, hein. Bon, ne nous ouais, manquons pas ouais. trop. Voilà, ça, Ah ça oui, peut non, mais nous, arriver. même là, il y a 4 jours, ce qu'on a fait avec Morgan Sanson, Ça, c'est ouais, un peu... ça c'est notre côté Ah non, APHP, qu'est-ce que tu veux que je te dise? ouais, parce que là, le doublé du gars qui n'a pas marqué depuis un an et qui n'a même pas été titulaire depuis un an, c'est quand même... C'est des choses. Ouais, bon. Ok, évidemment, on va être prudent avec Sterling, mais de toute façon, pour être honnête, j'ai quand même peu d'espoir, enfin peu d'espoir entre guillemets, hein, parce que en fait, ce serait une bonne nouvelle, mais j'imagine peu le voir rentrer sur le terrain à un moment ou à un autre. Ouais, Voilà. Donc, ok. On ouais, a leurs options globalement. offensives, c'est ça. Ouais. On nous dit Zinchenko, il joue plus beaucoup, c'est comme Sterling, Non, c'est non, compliqué. Zinchenko, ouais, Zinchenko, en fait, c'est trop compliqué défensivement. C'est un gars qui, en fait, met trop l'équipe en difficulté sur le plan défensif. Quand il est arrivé lors de sa première saison, Jesus et lui ont eu vraiment un rôle important en fait pour permettre à Arsenal en fait de passer ce cap, de passer de cette équipe qui était, je crois que quand ils arrivent, finissent, ils finissent quatre. Attends, est-ce qu'ils arrivent lors de la première Sixième, je saison ils jouent le crois, hein. titre? Non, Ouais, donc ils finissent quatrième. Je sais plus. Je sais plus si c'est la saison, s'ils arrivent en fait lors de la saison où du coup ils finissent quatrième ou si c'est la saison suivante qui est la première où ils jouent le titre. on me Moi, je dit pense que c'est la cinquième première sur où le ils jouent le live. titre. Mais bon, en tout cas, voilà. Oui, c'est cinquième d'ailleurs, pas quatrième. Oui, oui, parce qu'ils finissent derrière Tottenham en perdant le derby. Mais oui, bon, voilà, bref, Zinchenko, lui, c'est clairement c'est l'option numéro 3 voire 4 au poste de latéral gauche, hein, quand tout le monde est apte, hein. Il y a, Ouais, il y a, il y tiens. a Calafiori devant lui, Luis Kelly l'a sauté. Arteta a parfois fait jouer Kivior. Bref, Ouais, il y a beaucoup de monde. Zinchenko, c'est. Ok. Ouais. On demande c'est quoi l'historique récent d'Arsenal en Ligue des Champions. Ils n'ont pas été là pendant 6 ans. L'an dernier, ils sont revenus. Ils font quart de finale contre le Bayern. Ils font 2-2 à l'Emirates et ils perdent 2-1 en Bavière. Mais globalement, le Bayern était largement au-dessus sur la double confrontation. Par contre, surtout, c'est que depuis qu'ils C'est sont ça. revenus, ils ont joué, je crois, 12 matchs à l'Emirates ou 15 même. Il y a 29 buts marqués et seulement 4 encaissés. Et dans les 4, il y en a 2 par le PSV avec une équipe bis, hein.
1-0 à l'Alliance, pardon, c'était pas 2-1, c'était 1-0. Ouais. Bon, c'est très très solide, globalement, c'est une équipe qui tient par sa défense. Et bah, Oui, exactement. enfin, moi je suis allé voir les stats tout à l'heure un peu avancées, ils ont eu de la chance, on peut pas le nier, il y a une part de chance, mais franchement, après, comme on dit sur live, c'est pas avec Kivior et Lewis Kelly arrière gauche qu'ils ont fait non plus tous les matchs, hein. Exactement. C'est ça, c'est ça. Donc, Voilà, ça c'est un point qui, à mon avis, ne doit pas être négligé, hein. Parce qu'ils ont des stats défensives très impressionnantes, hein. Ils ont vraiment fait de l'Emirates un peu une espèce de forteresse. Mais après, faut regarder un peu qui s'est présenté là-bas, quoi. bah, Kylian Mbappé avec le Real Madrid, Oui, 3-0 bah bien d'accord, oui. tassé. Oui, Non, oui, c'est vrai oui, oui. qu'ils ont un parcours européen assez facile jusque-là. On va pas, bon, c'est pas le parcours le plus dur des demi-finalistes, hein. Vraiment pas. Mais c'est vrai que ils ont très bien défendu, ils ont très bien fait leur petite affaire. Mm. Daryl Blaise, on fait la compo du PSG en vitesse. Blaise, il a pas parlé depuis 20 minutes, il est en manque, je sais, donc on va libérer le fauve là. Non, non, j'aime beaucoup ce que j'entends. Donc, non, je prends de plaisir. Vas-y, on peut y aller sur Paris Vas-y, et bon, je te le laisse faire le gardien. gardien, la défense et le milieu de terrain, et puis on va passer directement aux choses sérieuses. Bon, bah, ça va aller vite, hein. Donnarumma, sauf surprise, demain au réveil. Bien évidemment, les 4 que sont Hakimi sur la droite, Nuno Mendes à gauche, Pacho, Marquinhos capitaine. Les 3 au milieu de terrain, 2 Portugais, un Espagnol, donc Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz. Et là, participons ensemble à l'élaboration du reste de l'équipe, même si pour moi, il n'y a pas trop de doute. Alors, bah écoute, je suis en train de remplir là, les feuilles, de placer tous les joueurs. Tiens, au milieu de terrain, tu mets Neves à droite et Ruiz à gauche? On continue comme ça? Ouais, je le mets comme ça, Donc devant, on va mettre l'ami Ousmane en pointe, j'imagine. évidemment. Ensuite, à gauche, Kvaratskhelia voilà, et à droite. et à droite Désiré Doué. Nous, ça nous donne donc cette équipe-là pour ceux qui veulent suivre visuellement sur le live. Est-ce que, tu disais pour toi, il n'y a aucun doute entre Doué et Barcola, donc en fait. Absolument aucun. Je pense que, en fait, là, le problème, entre guillemets, de cette équipe actuellement, c'est la perte de contrôle qu'occasionnent les prises de risque d'un jeu assez rapide. Et quoi qu'on en dise, même si Désiré Doué, je trouve que sa qualité pour gagner des mètres, même sans le ballon, avec des courses, des premiers appels et surtout quand il a le ballon dans les pieds, n'est pas à négliger. Mais ce qu'amène Barcola et c'est des vraies qualités. J'avais le micro fermé, mais je trouve qu'on minimise aussi le fait de donner des ballons décisifs pour ses partenaires. Et ça, il l'a plutôt bien fait depuis la séquence où il marque moins de buts. Mais je trouve que Désiré Doué, vraiment son importance pour jouer bloc écarté, pour aider défensivement, pour gagner, je le disais, des mètres, balle au pied, pas uniquement par sa capacité à aller vite, mais surtout par son extrême fiabilité technique. Je trouve que c'est un profil qui, dans un match où bon, enfin, je vais le dire par rapport à ce que je pense de ce match. Je pense qu'on n'aura pas forcément un score très très large avec 2 équipes qui feront, entre guillemets, beaucoup pour mettre en difficulté l'autre. Donc, je pense que lui, sa fiabilité technique, sa capacité à jouer quand l'équipe va vite et aussi à jouer quand l'équipe a besoin de ralentir le rythme, pour moi, c'est inestimable à ce moment de la saison avec la fatigue des joueurs, l'enjeu et surtout le fait que tu as un match retour chez toi au Parc des Princes où malgré un petit peu la passe négative, bah, on l'a vu en première mi-temps, quand elle envoie du jeu, je continue à dire qu'on est parmi les meilleures équipes du monde. Très bien, très bien. Est-ce que Daryl partage cet avis? J'avoue que j'ai un léger doute sur Barcola et Doué, hein. Plus qu'on l'imagine. Mais Daryl, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Non, moi, je j'ai pas trop de doutes sur la place de Doué dans le 11 de départ. Pour le coup, je pense que Doué côté droit, ouais, c'est même quasi certain. En plus, il y a l'aspect physique
l'aspect duel qui va être, à mon avis, important, hein, parce que si, enfin, face à Arsenal, on aura besoin de joueurs résister au contact, comme un Doué, justement, qui est capable de résister, voire même de mettre ses adversaires à terre avant de continuer ses percées. Ça, pour moi, je pense que c'est un aspect très important de cette rencontre. Ouais, non, j'ai vraiment pas trop de doutes sur Doué. Limite, en fait, avant la rencontre contre Nice, j'aurais plus imaginé une concurrence entre Barcola et Kvara pour la place dans le 11 de départ. Mais là, Doué, évidemment, le match contre Nice était un peu son moins bon de la séquence, mais là, je pense qu'il a quand même scellé sa place dans le 11 de départ avec ses prestations récentes. D'accord. Sur la live, on me dit, moi je me questionne entre Gvara et Barcola. Je sais pas si je m'interroge entre ces deux-là, mais je trouve que Barcola a été titulaire à Anfield, a été titulaire à Villa Park, et surtout qu'il a un avantage sur tous les autres attaquants, c'est qu'il est grand en fait, et il est bon de la tête, Barcola. Et les coups de pied arrêtés, ça nous a déjà coûté cher à l'aller. Enfin, là, quand je dis à l'aller, c'est au premier match en octobre, hein, je fais simple. Est-ce que on va pas tenter de mettre des joueurs quand même un peu pour tenter de contrer ces coups de pied arrêtés, parce que Arsenal n'est pas une équipe très créative, mais en revanche, c'est une équipe redoutable sur coup de pied arrêté. Donc, je me pose un peu la question. Mais c'est vrai qu'il avait été tellement mangé par Timber en octobre que bon. Si, Barcola, il est bon de la tête. Hein. Vous jouez un long ballon sur lui, il le prend de la tête. Hein. Vraiment, c'est un joueur. Non, allez voir les chiffres avancés, c'est assez impressionnant. Alors, c'est vrai que c'est pas souvent sur des corners qu'on le voit, mais il est capable. Oui, Blaise. Ouais, non, c'est une réalité. Après, je pense pas que, enfin, je le vois pas comme une donnée qui ferait que actuellement il prendrait la place d'un Doué qui, bah, on s'était posé la question déjà plusieurs fois cette saison. En fait, c'est vraiment pas contre un joueur, mais sa présence vraiment pour moi, hein, surtout sur le côté droit. Je vais pas dire qu'elle s'impose, mais elle permet vraiment d'avoir, on va dire, propositions de la part du joueur qui servent l'équipe. Donc, ouais, pour moi, même si, le profil de l'équipe d'Arsenal peut, nous laisser penser que le jeu aérien et je pense que oui, malgré tout, le jeu aérien aura une importance, dans ce match. Bah, je sais pas si je titulariserais, Barcola. En tout cas, moi, j'ai pas de doute sur, la composition et la titularisation de Désiré Doué. Tant mieux si tu n'as pas de doute. Moi, j'attendrai encore la compo, mais c'est vrai que ça paraît évident que. En fait, c'est pas forcément à la place de Doué, hein, ça peut aussi être à la place de Gvara, mais Lucien Riquet est parfois dur à suivre. On me dit Ramos si tu demain, grosse cote. Là, c'est plus une cote, là, c'est un call. Hein. Là, Ouais, faut. là, non, mais là, Là, faut. C'est l'objectif coupe de France, ça, on repose les titulaires pour la coupe de France, là. Voilà, non, Ramos, il va gentiment s'asseoir sur le banc de touche. S'il rentre en jeu, faudra qu'il soit meilleur et qu'il arrête de tirer tout droit, il me rend ouf. Mais sinon, non, voilà. Merci pour Gonzalo Ramos, mais il va gentiment regarder ça depuis le côté du terrain. Lee Kangin, c'est pareil, hein, c'est pas. Faut ah pas. oui, oui. Ah, Faut pas. attention, les Kangin. Je revois techniquement, il a réussi à garder les ballons. S'il y a un 0-0 à garder, il reste 2-3 minutes. Je suis pas sûr Ah que ce soit non, le même joueur Ok. qui fonce en touche, hein. rentrer en cours de match, oui, Lee Kang-in, c'est tout à fait possible. N'oublions pas ce Là, moment. N'oublions jamais. c'était Anfield, c'est ça? Ou c'était à Villa Oui, Park? oui. Avec son petit geste, oui. C'est vrai que Lee Kangin en faux numéro 9 en octobre, quand Gabriel était là, mais sort ici, t'es pas invité, va ailleurs. C'était aussi un très grand Je moment, me mais rappelle qu'on s'était dit c'était pas Rennes, hein. ah là là. Bref, les gars, c'est du sérieux, Lee Kangin. Alors, c'est du sérieux, puisqu'effectivement, certains dans ce podcast veulent le laisser en Angleterre pour la saison prochaine, mais l'entrée de Lee Kangin à Liverpool, on peut. Il y a des entrées plus légendaires. Il y a Nordi Mukiele à Strasbourg qui restera à jamais le summum de la bagarre contre le ballon. Mais c'est vrai que l'entrée de Lee à Liverpool est pas mal. Pas mal. Hein. Ça fait partie de ces grands moments. Quoi. Il pourrait pas débuter en 6 Lee Kangin. Non mais
Peut-être à Strasbourg samedi prochain pour s'amuser un peu, mais Ah oui. sinon, voilà. Non, mais non, non, non. J'avais Restons oublié sérieux. Lee qui fait calma à Liverpool et qui finit en touche aussi, ça a été extraordinaire. Bref, on va arrêter de tailler nos joueurs quand même parce que peut-être que la lumière viendra de Lee demain soir, je le souhaite évidemment, mais on va dire qu'il y a d'autres qui me paraissent plus adaptés. On parle de Lucas Hernandez, mais je pense que Lucas, pareil, à part s'il y a une blessure, il n'y a pas trop de chance de le voir. Enfin, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle si on le voit d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Blaise, Daryl, on a fait le tour sur la compo. Tiens, tout à l'heure, Daryl, une personne, tu es celui qui regarde le plus souvent Arsenal parmi nous, qui disait que Arsenal est un peu moins bon sur coup de pied arrêté depuis quelques temps. Est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Parce qu'il m'a semblé contre Crystal Palace, ils ont marqué le premier but de la sorte. Oui, contre Crystal Palace, il marque au bout de 2-3 minutes. C'est Kivior qui marque sur un coup franc tiré par Odegaard. Une très belle tête. Mais avant ce but-là, effectivement, ça faisait un petit moment que ce coup de pied arrêté, ils étaient beaucoup moins efficaces. Par exemple, Gabriel, qui est la menace numéro un d'Arsenal dans ce registre-là, et qui est le joueur en fait majoritairement recherché sur toutes leurs combinaisons. Il a assez peu marqué cette saison en comparaison de l'an dernier. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, je vais essayer de les retrouver vite fait là. Mais oui, effectivement, Arsenal, ces derniers temps, a été moins bon sur coup de pied arrêté offensivement, mais aussi défensivement. D'ailleurs, ils prennent Ils contre prennent Crystal beaucoup de buts, Palace, hein. là, ils prennent un but sur corner d'Eze. Donc oui, oui, c'est clair qu'ils sont moins dominants dans ce registre, mais après, nous, enfin, on n'est pas on est tellement entre guillemets défaillant dans ce domaine que bon, je prendrais pas ça. Bon, on peut utiliser cet argument pour se rassurer un petit peu, mais bon, je pense que là, de toute façon, il y a une différence physique telle que bon, voilà, avec un Merino ou un Kivior, on sera toujours en danger. Il faudra quand même être particulièrement attentif sur cette phase de jeu. Ouais, ce que j'allais dire globalement, Arsenal a de la taille et Merino notamment est un joueur qui est quand même grand. Il fait un 90 pratiquement Merino, qui pèse dans les airs, Ouais. qui vient aussi. Voilà. Est-ce que c'est Vitinha qui va défendre sur Saliba? Il y aura forcément un moment où on aura un petit qui va suivre un grand chez eux. Donc, mais c'est vrai que Saliba, pour Donnarumma, le coup, il marque pas beaucoup hein, ouais, sur coup de pied arrêté. lui il bloque. Voilà. Ouais. Il fait le travail pour les autres. Bon, on va voir. Les coups de pied arrêtés, je vois pas sur la double confrontation comment on peut ne pas en prendre un, que ce soit un coup franc ou un corner, honnêtement. Donc il y a un moment, on va C'est devoir ça, nous mais aussi. il faut que ce soit juste un, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Faut que tu réduises la marge à 1. Alors dans l'idéal, t'en prends 0 évidemment, mais Ah, bah, évidemment. euh, bon, ça va être compliqué de pas en prendre un seul quand même. Hein. Quand je vois certains trucs encore ce week-end, mais qu'on n'en prenne pas 2 ou 3 parce que là, bah tu passes pas quoi. La première, Mm. je vais vous citer une phrase de Pep Guardiola quand je sais plus si c'était après avoir gagné avec des champions ou juste après avoir fait demi-finale et perdu contre le Real et avant de la gagner l'année d'après. Et quand il dit pour préparer la saison pour la Ligue des Champions coup de pied arrêté direct quoi. Et là genre ah ouais, genre pas les joueurs non, Ligue des Champions coup de pied arrêté. Quoi. Ça vous donne un peu une idée de l'importance même pour l'élite de l'élite de ce secteur de jeu. Après, et je suis aussi d'accord avec la personne sur live qui dit ça, on me dit plus inquiet par les sorties de Gigio que par la taille perso. Moi, c'est pas les sorties de Donnarumma parce que je pense qu'il va nous faire du bien. Il a moins peur, il va sortir, ça c'est bien. Moi, c'est les sorties de balles parce que le gros échec du PSG en octobre à l'Emirates, alors il y a les coups de pied arrêtés, il y a évidemment le jeu aérien, mais c'est les sorties de balles en fait. On s'était fait Oui, coincer dans notre camp et on n'était en jamais première sorti en mi-temps. fait. Deuxième, bah oui, ils menaient Ah ouais, 2-0, après ils ont mis le bloc bas, ils ont attendu. mm. Moi, c'est ça qui me fait peur en fait. C'est est-ce que on va pouvoir ressortir le ballon depuis l'arrière? C'était pas la même équipe, bah ouais, mais c'était déjà Pacho, Mendes, Marquinhos, Hakimi, Neves, Il n'y avait Vitinha. pas Ruiz. Hein. Il y avait pas lui, c'était Zaire Ah, Emery. c'est une très grosse différence, hein, par contre, Ouais, pour le coup. Hein. mais par exemple, Parce que Ruiz, dans les sorties de balles, ouais, c'est sa meilleur. capacité justement à prendre l'espace
le bon espace pour trouver justement sa capacité à attaquer l'espace libre pour offrir une solution, c'est hyper important dans nos sorties de balle. Il y a ça, et il y a le fait que Pacho est plus le même joueur aussi qu'en octobre. Dans la relance, il fait beaucoup Oui, plus. Voilà. En octobre, c'est pas compliqué. Arsenal attendait, quand il voyait que Pacho avait la balle, ils ont commencé à accélérer pour qu'il décale vite un joueur. Et il décalait Nuno Mendes qui était coincé côté gauche ou Marquinhos qui faisait n'importe quoi. Et ça repartait. Là, les relances que Pacho a pu faire à Aston Villa, enfin à Villa Park, à Anfield et tout ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore en lui en ouais. octobre, quoi. Donc, Maintenant, Pacho, c'est un joueur qui n'hésite pas à justement éliminer un peu son adversaire, à faire une touche de balle là vers l'avant pour éliminer l'adversaire et s'ouvrir la ligne de passe. Donc ça, c'était quelque chose qu'il n'osait pas du tout faire avant, et il ouais, le fait bien plus. Et puis il y a Nuno aussi qui n'est pas dans le même état effectivement. qu'en octobre, hein, Ouais, qui non, a mais retrouvé quand même sa capacité à, même quand il est coincé côté gauche, là. Alors bon, contre Nantes, il y a eu des espèces de dingueries avec des transversales complètement folles qui terminaient très loin du joueur visé. Mais bon, sinon, il est quand même toujours capable de trouver un joueur long de ligne ou même sur ses transversales. Généralement, il est plutôt bon dans le registre. tout à fait. Mais donc voilà, moi je m'interroge, est-ce qu'on va être en mesure de sortir le ballon, de pas se faire broyer dans nos 30 mètres avec, je me sens de Rice qui envoyait un pressing, une intensité physique sur le VDVS qui était hallucinante, et le pauvre Joao qui était à l'agonie. J'espère qu'on verra pas la même chose demain soir. Je sais pas, Blaise, de ton côté, parce qu'avec Daryl, on a parlé des coups de pied arrêtés, des sorties de balles, s'il y a autre chose qui t'intéresse. Ouais, non, c'est pour ça que je parlais pas forcément, moi, des coups de pied arrêtés parce que, on en avait déjà parlé, lors du match, de la phase de groupe et même assez souvent dans la saison donc à chaque match du PSG, on peut presque dire que c'est quelque chose qu'on va observer. Mais sur les sorties de balle, je suis vraiment d'accord avec vous parce que quand on est dans la difficulté, on a cette tendance, on va dire, à aller sur des combinaisons en repartant uniquement par les joueurs de côté et face à une équipe comme Arsenal et des joueurs de côté, que ce soit les 2 ailiers ou même les latéraux qui peuvent être très agressifs. Je découvre, Lewis Kelly, mais pour Timber, c'est quelque chose qui le caractérise. Je pense que la variété qu'on peut être capable de proposer et là, j'en reviens vraiment avec, Désiré Doué qui est assez intéressant, quand il est trouvé long de ligne de touche, mais aussi quand il s'incorpore ou qu'il vient assez bas. Donc, ouais, je pense que la variété, qu'on peut apporter dans les sorties de balles et là, pour le coup, on a montré cette saison qu'on était capable parfois d'être très surprenant et très qualitatif, bah, peut permettre justement à ce PSG-là d'avoir déjà un 1er ascendant face à Arsenal et après viendra l'autre écueil qui est de déstabiliser une équipe qui, si on lui loue des qualités, quand elle a le ballon, avec sa ca son enfin oui, ces joueurs qui sont capables de jouer très vite et très long pour, des joueurs très forts en 1 contre 1, pour une opposition qui pourrait nous mettre en difficulté. Mais vraiment, il faut parler de la difficulté qui est d'attaquer dans le jeu face à cette équipe d'Arsenal. Ça, c'est pour le coup, ça m'interroge vraiment sur, bah, même si on est une équipe qui génère beaucoup d'occasions, moi, je ne sais pas si on est une équipe capable de générer beaucoup d'occasions à Arsenal. Enfin, à Londres, pardon, contre Arsenal. Ouais, bah après, on va voir. Moi, j'avoue que euh, le fait qu'il joue à gauche, donc l'axe gauche et l'arrière gauche, avec Lewis Kelly, qui est un très jeune joueur, et Kivior, qui est un joueur qui manque un peu de repères, c'est quand même pas la même histoire que quand c'est Gabriel et Calafiori qui sont deux centraux pratiquement, enfin grosse expérience pour Gabriel et déjà pas mal de bagages pour Calafiori, c'est quand même pas pareil, hein. Kivior, bon, il s'est quand même pas beaucoup reposé à Arsenal depuis qu'ils sont allés le chercher, c'était à la Spezia hein, de mémoire, avec Mota. Lewis Kelly, malgré tout le talent qu'il a, ça reste un très jeune joueur. Euh, pour moi, t'as quand même quelque chose à aller chercher, quitte à mettre Dembouz peut-être plus côté droit pour perturber ces deux joueurs-là, quoi. Moi, je pense Euh, qu'il le prend naturellement.
Oui, oui, oui. On le C'est voit vrai quand que même pas mal là dans ce décrochage. Ouais, à mon avis, il va se balader dans cette zone, surtout s'il voit que qu'on a du mal à créer et générer des occasions, ce qui, par exemple, contre Nantes, au début, voilà, il est plutôt resté dans sa position, et puis bon, au bout d'un moment, il s'est mis à dézonner, et c'est là qu'on a commencé vraiment à générer des occasions, enfin, en tout cas à générer un peu plus de danger, trouver un peu plus de décalage, etc. Donc voilà, il y a eu un vrai changement dans l'animation offensive, et je pense que Dembouz n'hésitera pas, s'il sent que c'est un peu coincé, à aller provoquer un peu côté droit. bah tu vois par exemple là, je suis allé chercher une photo contre Liverpool où à l'aller, il est allé chercher côté Ah Alex oui, de comment il s'appelle là, le faux argentin là. ouais, Ali Ah, McAllister. Bah oui, il y a McAllister, cette voilà. situation là où il démonte à McAllister puis Robertson. Là, ça c'est, Exactement. il est quasiment en ligne de touche côté droit. Enfin, il est même pas, c'est pas quasiment, il est complètement Ah ouais, contre il est le long de la ligne de touche. Hein. Ouais, Dembouz l'ailier quoi. et- ouais, Euh, ouais. non non mais enfin globalement je trouve que le match est un peu côté parisien dans les pieds de Dembouz quoi. Parce que bah, Kvara, malgré toutes les différences, marque pas beaucoup. Désiré, c'est un très jeune joueur malgré tout. Et Dembélé, mon grand, t'as 27, 28 ans bientôt. Tu fais la meilleure saison de ta carrière. Il est l'heure, quoi. Il est l'heure d'être bouse. Et au coup, enfin, je sais pas si je devrais dire ça, mais je pense qu'au coup d'envoi sur les 22 joueurs, il n'y en a pas un qui a son talent, quoi. Et c'est un surdoué du Ah oui, c'est le football. meilleur. Et ah, il y en a bien sûr qu'il y a des très 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 bons joueurs. Mais sur une C'est demi-finale plus le comme cas ça d'entendre les 22 européenne, acteurs. Hein. c'est le moment, mon grand, de montrer que la grande scène, c'est la tienne. Hein. Il n'y aura pas 10 000 occasions. Hein. Enfin, si, il y en aura probablement d'autres. Mais j'ai pas envie de voir le déboost du match retour contre Dortmund où il fait un peu n'importe quoi, il sent dans le paquet sans regarder, tout ça. Allez là. C'est ton équipe cette saison, ou quand même, enfin, c'est beaucoup son équipe. Et bah là, maintenant, faut y aller, quoi. Et on me dit, les supporters internationaux doivent se dire pareil de Saka contre Nuno Mendes. Si je peux me permettre, Nuno Mendes, au tour Non, précédent, il a éteint Mohamed Salah. Hein. voilà, c'est ça. C'est pas C'est n'importe qui, Mo exactement. Salah, quoi. Non, non, là, Nuno Mendes, là, c'est en Angleterre, c'est plus des débats sur est-ce que c'est le meilleur latéral gauche du monde après sa double prestation là contre Salah que bon, oui, Saka va l'éteindre. Hein. On est plus sur ce genre de discussion-là. Hein. Surtout Ouais, qu'il s'est en plus montré décisif, doublement d'ailleurs, face à oui. Aston Villa. Donc, non, non, là, Nuno Mendes, c'est clairement pas un joueur qui génère de la confiance chez les adversaires. Ouais. Tiens, on nous dit, est-ce que Saka c'est un joueur de duel? Pour toi, Daryl, qui le connaît le mieux. Oh, quand même pas mal. Hein. Bah oui, 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 oui. C'est pas que ça, mais c'est un jeu un peu particulier, hein, parce qu'en fait, il est vraiment très complet. Il a vraiment une grosse palette, et surtout un, un élément un peu, je sais pas, enfin, en tout cas, qu'on ne souligne pas beaucoup, c'est vraiment son intelligence de jeu, c'est-à-dire qu'il fait, c'est très rare en fait de voir Saka faire un mauvais choix. Ouais. C'est un joueur qui joue toujours dans le sens du jeu, qui respecte vraiment le jeu, et qui possède un peu toutes les armes, quoi. C'est-à-dire qu'il est capable de rentrer un moment sur son pied gauche pour mettre un enroulé, en entrée de surface. C'est un gars qui peut déborder côté extérieur et centrer du droit, parce que il a un vrai pied droit. C'est pas ce genre de joueur gaucher qui n'utilisent leur pied droit que pour monter dans le bus. Donc voilà, c'est clairement il est capable de jouer des duels, de provoquer, et puis il est pas mal aidé aussi dans l'organisation offensive de l'équipe par les débordements du latéral. D'ailleurs, les débordements ils peuvent être à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc non, non, c'est clairement oui, c'est pas un joueur exclusif de duel, c'est pas le gars qui va à chaque fois jouer le un contre un et essayer d'éliminer son adversaire, mais en tout cas, voilà, l'animation offensive d'Arsenal est faite de manière à essayer quand même de le trouver assez souvent en un contre un, et après, c'est lui qui gère la situation, soit il le joue, soit il tente de combiner avec Degarde ou Timber, mais voilà, il possède vraiment beaucoup d'armes,
et il varie tout le temps, quoi. Donc, Et en revanche, quelque chose qu'on me dit qui est très juste, il permute pas beaucoup. Il est très fixé à ah non, droite. pas du tout. Ah non, 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 il reste complètement à droite. Ouais, ouais. Pour Nuno, c'est mieux. Il a commencé sa carrière à Arsenal en tant que piston gauche, mais depuis qu'il est ailier droit, il bouge pas beaucoup. Pour le coup, Arsenal, c'est vraiment c'est un jeu bien plus positionnel, bien plus robotisé entre guillemets que nous quoi. Et avec ils dépendaient beaucoup et ils dépendent toujours d'ailleurs beaucoup de la de la créativité d'un Ødegaard et des permutations, des combinaisons côté droit. Le côté gauche, c'est vraiment plus pour attaquer la profondeur avec Martinelli, qui n'est pas non plus un très grand joueur de 1 contre 1, malgré sa vitesse. Voilà, donc c'est une équipe qui, si Ødegaard n'est pas là ou qu'il n'est pas vraiment à son niveau, leur niveau vraiment de créativité et d'inspiration peut s'en ressentir fortement, quoi. Ouais, sur le live, on me dit Saka reste prévisible du fait qu'il reste sur le même côté. Il est pas si prévisible que ça. Hein. Prévisible, non, pas vraiment, hein. Ah non, non, non. Moi, je le Non, je trouve suis pas d'accord. Hein. vraiment prévisible, hein. Ah non, 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 non. C'est vrai, comme tu le dis, c'est vraiment un joueur très complet qui est capable de jouer vraiment collé à la ligne pendant 70 minutes, de venir à l'intérieur, qui défend. Faut pas l'oublier, c'est un joueur qui défend beaucoup, Saka. Oui, 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 il triche pas. Voilà. Après, comme tu dis, le moteur offensif de Arsenal, c'est le duo Saka-Odegaard. Et ça, Odegaard, il était pas Ouais. là en octobre, par contre. Et ça change des choses quand même. Oui, Ouais, oui, oui, ça voilà. change clairement des choses. Ouais, ouais. Saka, quel âge? Après, Il a voilà, 24 ou le 25 garde ans, de je cette crois. saison, Oui, pardon, Odegaard fait Saka, pas une très, très bonne saison, c'est sûr. Saka est 24, je pense. Ouais, c'est 23 ou ça. 24. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas très vieux. Hein, voilà. Blaise, tu rajoutes quelque chose sur l'excellent Bukayo Saka, qui est quand même le danger Ouais, non, numéro un. ouais, c'est vraiment le joueur par qui la menace viendra. En tout cas, au coup d'envoi comme ça, c'est le joueur que je cible le plus, en tout cas le plus difficile à, à cadrer, sur lequel il sera le plus difficile de défendre parce que et Daryl et toi, vous l'avez bien dit, il a vraiment un profil assez particulier. Moi, j'avoue que j'arrive pas trop à le définir parce que c'est vrai que c'est un joueur pas forcément très rapide. C'est un joueur qui use beaucoup de la forme de corps, qui aussi est assez, et ça Daryl l'a dit, assez juste, mais plus dans le sens, de la maturité. C'est-à-dire que sa prise de risque, elle est bien cadré par lui-même, il sait quand il faut le faire. Bien évidemment, il gagne pas tous ses duels, mais il peut faire plusieurs séquences où il va absolument pas provoquer et puis après il va te mettre le feu dans le match en partant sur l'extérieur, en rentrant dans la surface, en frappant de loin, en centrant pour les autres. Enfin, c'est vraiment un joueur, très, très dangereux et pour le coup, ouais, comme on le voit souvent et l'expérience avec Salah laisse à penser que ça risque d'être intéressant. Le duel avec Nuno Mendes qui, lui, pour le coup, quand il est face à des ailiers faux-pieds, heu, peut parfois avoir tendance avec ses orientations de corps un peu surprenantes parfois, à se faire, très souvent déborder et avoir du mal à revenir. Là, avec, le joueur 100 concentré, pleinement intégré dans cette équipe, j'ai envie de voir et je pense qu'on verra à minima 180 minutes entre les 2 joueurs de grosse qualité. Ouais, on espère que ça sera à notre avantage quand même. Et c'est vrai qu'il y a aussi le fait Évidemment. que Fabian Ruiz aura un rôle à jouer pour aider Nuno Mendes. Fabian Gvara aussi devant, parce que si c'est que du Saka contre Nuno, d'un moment, il y a un moment il va passer. Hein. Voilà. Donc évidemment que Ruiz a un rôle très très important. Il faut en tout cas au maximum éviter que, bah, comme au match aller, hein, ce soit, Pacho qui sorte, qui parfois sur l'occasion, en 2e mi-temps là où Donnarumma nous sauve, ou Pacho encore une fois doivent sortir pour aller aider. Il faut éviter ça parce que, bah, je trouve déjà que c'est une de nos grosses difficultés.
Et face à une équipe d'Arsenal qui, avec un attaquant comme Trossard, n'aura pas forcément de position fixe, mais on est en droit d'attendre que d'autres joueurs, et notamment Michael Merino qui s'est piqué au jeu de marquer, puissent, venir de loin. Donc il faut éviter au maximum de dépeupler notre défense centrale et pour le coup les garder assez proches et en tout cas en capacité d'intervenir dans la surface. Très bien. Daryl Blaise, bon, on est qu'à 1 heure et demie de podcast, mais comme vous savez, j'ai du mal à enchaîner. Est-ce que vous avez un dernier truc à évoquer avant le match de demain soir, ou pas? Moi, je voulais quand même le dire parce que on est, je sais pas si on peut dire confiant ou un petit peu dans la crainte, mais il y a un moment, et tu l'as dit pour Ousmane Dembélé, et je vais même embrayer pour d'autres joueurs. On a souvent parlé de la jeunesse de notre effectif, on a souvent parlé de la jeunesse de ce projet. Moi, quand je regarde les compositions des 11 et même des groupes, moi, je vois des internationaux et surtout des internationaux qui jouent un rôle dans leur sélection. Donc, il y a le contexte club, il y a le contexte international, mais je pense que à un moment donné, nos joueurs, pour grandir, doivent aussi montrer que cette maturité qui continue à acquérir, en sélection et à travers les matchs de Ligue des Champions, dont pour certains, c'est déjà la deuxième en 2 saisons au club. Bah, j'ai envie de penser qu'on pourra faire, le match d'une équipe qui peut prétendre à être à ce niveau-là et battre une équipe d'Arsenal qui, comme tu l'as dit, a fait 6 ans sans Ligue des Champions et pour ce retour a été largement dominé par un Bayern qu'on voyait déjà un petit peu déclinant, surtout la saison dernière. Ouais, Ouais, à je suis voir. d'accord. Le fait d'être, faut pas négliger quand même le fait qu'on est la seule équipe du plateau à être à avoir été demi-finaliste l'an dernier. Et ça, c'est surtout vu la manière dont on s'est fait sortir par Dortmund, qui était une équipe qui ressemblait pas mal à cette version d'Arsenal sous certains aspects, notamment l'accent placé sur la défense et vraiment le côté très difficile à bouger. Et ça, c'est une chose dont on doit avoir appris vraiment l'an dernier. Là, on a eu une opportunité de montrer qu'on a véritablement passé un cap. Enfin, on l'a déjà démontré à plusieurs reprises, mais là, il va falloir encore le prouver et montrer que les enseignements de l'an dernier ont été retenus pour franchir cette étape-là. Ouais, j'espère qu'ils ont été retenus, mais je sais pas si ça sera juste une histoire d'enseignement, tout ça. Il y a aussi une question de football, tout simplement, de niveau collectif, de niveau individuel. Moi, j'espère juste que on est la très bonne Oui, équipe qu'on pense être, quoi. Et au bout d'un oui, moment, si en voilà, mais je 180 pense pas qu'on minutes, soit inférieur à voilà. Arsenal. Enfin, Surtout cet je pense que Arsenal-là. voilà, dans le jeu, voilà. Enfin, il faut pas. Alors évidemment, il y a une grosse différence entre la Ligue des Champions et un championnat. Hein. Luis Enrique le rappelle d'ailleurs très régulièrement. Hein. Mais voilà, on parle quand même d'une équipe qui s'est retrouvée complètement larguée dans la course au titre. Alors évidemment, les blessures n'ont pas aidé. Mais, euh, mais voilà, il y a je sais pas combien de nuls, 13 nuls, enfin, je sais pas exactement combien de nuls ils ont fait, mais c'est un chiffre C'est vraiment ça, c'est 13. très élevé. Parce Ouais, c'est que ça, voilà. le compte rendu de culture sur le match contre Crystal Palace, c'était 2 absents inattendus et un 13e nul pour Arsenal. Donc Ouais, c'est voilà. 13, voilà. Ouais, c'est quand même un nombre vraiment très élevé, quoi. C'est un tiers des matchs. Donc, voilà, il y a donc, c'est loin d'être une équipe parfaite. C'est évidemment une équipe difficile à manœuvrer, une équipe de très haut niveau, sûre de son fait et bien coachée. Mais le PSG qu'on a vu cette saison, à aucun moment, en fait, il doit faire le moindre complexe au moment d'affronter Arsenal, quoi. Donc Ouais, voilà, allons-y. Évidemment, il faudra évoluer à un niveau très élevé. Et donc, je pense que enfin, j'en suis même persuadé, là, le match a été très bien préparé, surtout qu'on sait quand même depuis un bon moment, avec maintenant cette forme de cette version de la Ligue des Champions où bon, le tableau est un peu tracé au début. Donc, on sait très bien depuis longtemps qu'Arsenal était un adversaire susceptible, sur lequel on était susceptible de tomber. Après le 3-0 contre le Real, il y avait plus beaucoup de doutes. Donc, c'est une rencontre
qui à mon avis, était parfaitement préparé. Et maintenant, bah, il va falloir évoluer sur le terrain à un niveau conforme à nos standards vraiment excellents de cette saison pour franchir cette dernière étape avant la finale. Ouais, enfin demain c'est que la première des deux étapes, hein. Ce n'est En pas plus, oui, c'est vrai. demain c'est l'aller. L'aller n'était pas en octobre, contrairement à ce que j'ai dit à peu près 10 Ouais. fois dans le podcast. Mais c'est la suite. On nous dit on peut pas deviner le contenu, on verra, mais confiance en eux pour arracher un bon résultat, une victoire ou un nul. Écoutez, on verra. Oui, alors il y a Victoire, je sais pas, oui, voilà. En tout cas, je suis à peu près certain que la qualification ne sera pas réglée demain, d'un côté comme de l'autre. c'est assez peu probable effectivement quoi. Donc bon, à voir. Moi, je veux qu'on s'ennuie demain. Je veux un 0-0 et je veux qu'on Ah oui, s'ennuie. Ah bah c'est gentil ça. je sais pas si je veux un 0-0, mais Non, en tout cas, mais. si on Non, mais. s'ennuie, oui, c'est Non très mais bien. si tu veux regarder des matchs de Ligue 1 le week-end, il doit y bien avoir Angers qui est diffusé le dimanche vers 15h sur DAZN hein, si tu veux. Je me suis malheureusement endormi pendant le multiplex, je suis désolé. Je Ça me peux te dire manque. que j'ai un Non, pote qui est parti voir le Nantes-Toulouse. Il m'a dit j'ai emmené mes enfants, j'ai eu honte. Bon, donc si tu s'il veux en fait regarder, des fans de foot, c'est très fort. voilà. Bon, ouais, comme dit le Nantes-Toulouse de dimanche, c'était horrible, je confirme. Mais moi je veux pas ça, hein. Euh, non, ça t'es gentil, Blaise. Je comprends ce que tu veux dire. Je Non, t'en prie, développe. non, mais oui. Non, mais oui, évidemment que je sais de toute manière que euh, avec cette équipe, c'est impossible, et vu le profil des joueurs, qu'il n'y ait pas les petits moments divertissants, que ce soit à travers le pressing et des récupérations hautes, qui amènent des combinaisons, des potentiels contres, des sorties de balles magnifiques, et même bah, côté Arsenal, qui a des qualités et qui pourra nous mettre en difficulté. Donc il y aura des moments où, bien évidemment, ça va tanguer d'un côté comme de l'autre. Et je le dis, et c'est vraiment mon souhait, en espérant que ça tombe souvent de notre côté. Mais je pense que Arteta est aussi ce coach-là qui a appris dans et c'est important de le dire, il a appris dans le Manchester City qui ne gagnait pas en Ligue des Champions, dont les objectifs n'étaient pas toujours remplis à la fin de la saison. Et ça, pour le coup, beaucoup d'entraîneurs, et même les plus dogmatiques, comme on l'aime à les appeler, qui aiment le jeu, en fait, quand l'enjeu devient de plus en plus grand, et là, en fait, Luis Enrique le dit tout le temps à travers le fait de marquer l'histoire, parce que bien évidemment que si l'équipe était en finale, il ne serait pas satisfait de perdre. Mais pour amener les choses, pour voir un petit peu, pour le comprendre en tous les cas, et pour voir un petit peu l'enjeu, il faut aussi l'entendre. Et moi, je pense que au Parc des Princes, avec un scénario bien évidemment qui sera différent de celui de Dortmund, il faut, je pense, arriver à partir avec à minima le match nul. La victoire, bien évidemment, c'est mieux pour, heu, pour arriver à passer cet écueil, parce que le mental va forcément jouer. On a vu même contre une équipe comme Aston Villa, en Ligue des Champions, à un moment donné, tu es en difficulté. Et quand tu es en difficulté sur un match retour à domicile, bah, c'est autre chose. Parce que Aston Villa, quand il y a eu 5-1, eux aussi l'ont ressenti. Eux aussi ont vu la supériorité peut-être du PSG, sauf que bah, ils y ont cru. Et ça a permis à leurs supporters de vivre des émotions qu'ils vivront peut-être plus en Ligue des Champions, quoi. Donc moi, je me dis que dans l'optique de jouer une double confrontation, en fait, il faut accepter, bah, même pour les joueurs, on a vu parfois Ousmane Dembélé assez frustré quand les ballons n'arrivaient pas assez vite. Mais pour le coup, les 12 ou 13 touches de balle de Vitinha avant de faire une passe en arrière, bah, il y a des moments du match, je vais aimer les voir. C'est joliment dit. Garde le ballon, Viti, garde le ballon. Ok, on me dit on doit jouer à fond quitte à perdre. En fait, je sais pas comment on doit jouer particulièrement, mais il faudra voir aussi ce que l'adversaire va proposer, hein. Le foot, ça se joue pas tout seul, hein. Vraiment, l'adversaire, c'est important. Enfin, Je veux poser la question à Daryl, mais je pense que Arteta, il se lancera pas dans la bataille. Il connaît, je pense, le PSG. Il sait aujourd'hui que c'est une équipe, si elle arrive à sortir le ballon, il va y avoir deux trois ratés,
mais tu peux, comme Aston Villa, ça l'a été, tu peux avoir 2-0 et on va dire que les matchs, ils se reproduiront pas et pour le coup, tu es mené 2-0, c'est pas aussi facile que ça l'a été, pardon, il y a quelques jours à Birmingham. Ouais, je vois Arteta plus dans le calcul, hein. J'ai beaucoup de mal à imaginer Arsenal se lancer à corps perdu dans la bataille pour vraiment tenter de nous asphyxier et d'imprimer, enfin de nous coincer dans notre camp. Déjà, je ne sais pas si une équipe est capable de le faire de toute façon sur 90 minutes. Je pense que avec ce PSG-là, c'est impossible, à vrai dire. Et donc, oui, moi, je vois plutôt Arsenal. Évidemment, bon, comme ils sont à domicile, ils vont essayer d'enflammer leur stade, etc. Et ils vont pas adopter une approche totalement passive. Ça me paraît clair, parce que c'est quand même une équipe qui cherche à être protagoniste par nature. Mais je pense quand même qu'il y aura une vraie prudence de la part d'Arteta. On verra ce que ça va donner. Ils vont pas mal jouer, pas mal essayer en fait de jouer sur le jeu long. J'aurais pas surpris en fait de voir que Merino et Trossard un peu inverser leur position sur des relances longues pour essayer de gagner des ballons aériens, puis après de remporter des duels aériens et puis après essayer de remporter le second ballon, ce genre de choses quoi. Mais oui, en tout cas, je vois pas Arsenal, même le pressing justement qu'il y a eu en octobre, là, lors de la première mi-temps, je sais pas si ce sera ça toute une mi-temps, quoi. Peut-être au coup d'envoi, voilà, dans les 10-15 premières minutes, mais pas beaucoup plus longtemps. Si on arrive à mettre le pied sur le ballon et à enchaîner un petit peu les temps de jeu et à les allonger, je pense que ça va assez vite devenir très pragmatique. Très bien, très bien. Bon, on a fait le tour, je pense. On va vous souhaiter un très bon match à tous. On se retrouve pour le débrief mercredi soir très tard, parce qu'après la demi-finale Barça-Inter. On espère qu'on a été assez complet. Je m'excuse pour les bruits de nez de tout ça, mais je peux vous dire que si ça n'avait pas été une demi-finale européenne demain, j'aurais pas fait le podcast. J'ai tout donné, hein. Vraiment là, j'y suis allé jusqu'au bout, jusqu'au bout de moi-même. Mais sur ce, vraiment, un grand merci à tous pour tous les petits messages. Oui, oui, demain j'y suis. Je remets mon invincibilité en tribune presse en jeu. Il y a aussi cet enjeu-là et l'équipe le sait. Ouais, je pense qu'ils en ont rien à secouer. Ils sont pas. Mais, Et c'est très mais bien comme question ça. juste, Ouais. Philo, c'est parce que tu aurais pu assister à la conférence de presse ou c'est Ouais, uniquement match ouais, mais c'est-à-dire que ok. le lundi j'ai des Oui, activités t'inquiète, je suis au extrascolaires. courant, c'est pour ça que Non, j'ai non, ouais. simplement dit si tu aurais. Ok. Non, non, Donc tu non, aurais vu le quart d'heure de passe de voilà, Togo. D'accord. honnêtement, j'avais pas grand intérêt à y aller pour voir un quart d'heure de passe à 2 à l'heure et les mecs qui rigolent. Conférence de presse, il y a 300 médias, je sais même pas si j'aurais pu poser une question, puis j'avoue que j'avais pas de questions spécifiques à poser. Donc voilà, j'essaierai de poser une question éventuellement en conférence de presse d'après-match, où ça m'intéresse beaucoup plus. Mais c'est pas certain non plus, il va falloir se battre pour le micro comme d'habitude. Allez, sur ce, bonne soirée à tous. On se retrouve donc mercredi, dès demain évidemment sur le site où il y aura beaucoup d'articles et tout ça. Peut-être si je trouve le temps que je vous ferai un 30 pensées avant PSG Arsenal, si je trouve le temps, l'énergie, la forme, tout ça, puisque vous aimez bien le format. Et sinon, on se retrouve à très vite. Allez, bisous tout le Juste, monde. Oui, pardon, vas-y, juste vas-y. à noter que les 30 ont été 15 ce week-end. Ouais. Ah non, mais Je me attends, demande bien pourquoi. Je me Bah, demande bien oui, bah pourquoi. là, non mais déjà, trouver 15 pensées sur Nantes PSG mercredi, ça a été dur, hein. J'en étais à parler du Combo Ball et faut pas le montrer aux enfants le Combo Ball. C'est pas un truc recommandé, hein. Voilà. Allez, on me dit but du Kang. Je pense que sur cette prédiction, on peut couper, on fera pas mieux. À Ciao, bientôt. bonne nuit. Gros bisous à tous. Et comme toujours, vive l'open source parce que c'est ce qui nous permet de faire des podcasts. ciao, bonne nuit, bisous. À très vite. Ciao.